Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Tu vois, il y a des gens dans la vie, ils ont un plan bien tracé, bien propre à l'origine. Des études comme il faut, un job prestigieux, un appart bien placé, un avenir qui rassure les parents. Olivia, elle a coché toutes les cases. Elle est passée par des études qui rassurent, le CDI qui brille et le gros nom dans l'industrie du luxe. Bref, la vie qu'on applaudit de l'extérieur. Sauf qu'à l'intérieur, ça commençait à résonner creux. J'ai toujours su que je réfléchissais pas comme les autres et que j'avais pas la même vision du monde. Un truc très triste sur une femme justement qui s'était pendue au sèche-main des toilettes. Et je me souviens très bien de m'être dit, je la comprends. J'ai une ancienne collègue qui me disait, je te voyais essayer et je voyais que ça marchait pas. Alors, j'ai eu envie de lui dire, t'aurais peut-être pu m'aider aussi. Je me suis retrouvée enceinte pendant les 3 premières semaines de burn-out, en vrai. Je l'ai appris qu'il y a 3 ans, que j'avais un cerveau de TDAH. En vrai, j'ai inventé mon ikigai à l'époque où on parlait pas d'ikigai. Parce que la scène, pour moi, paradoxalement, parce que c'est un endroit qui est très minuté, mais pour moi, la scène est un endroit qui est hors du temps. On m'a fait comprendre que je devais être utile pour être aimée. Non. Les émotions, c'est comme des enfants, en fait. Faut les accueillir, faut écouter, faut essayer de comprendre. Et ensuite, pour moi, le Graal, c'est d'arriver à observer des choses que les gens ont perçues, mais pas conscientisées. Parce que j'avais sorti des vidéos sur le fait d'être introverti et une autre sur le fait d'être hypersensible. C'était pas facile, et ça l'est toujours pas, de réaliser que je suis friable. Il y a une partie de moi qui est pas fiable. C'est la suradaptation qui emmène tout droit vers le burn-out. Moi, mon Graal dans la vie, c'est d'être consciente. Le TDAH, c'est un peu pareil. C'est des blagues, c'est les vannes que mon cerveau me fait. Et des fois elles sont marrantes et des fois elles le sont pas. Et il faut de toute façon que je passe à la suivante. C'est Brivante de Camp, je rêvais d'être ça, moi. Putain, j'en peux plus. Et j'ai des collègues qui se font taper sur la gueule parce qu'elles sont pas encore assez féministes. C'est de surtout pas indexer sa valeur à son succès. Ce qui l'a fait vibrer depuis toujours, c'est pas les tableaux Excel ni les produits à 200 balles. C'est faire rire. Pas l'humour qui sert de pansement ou de thérapie, non. Mais l'humour qui dit les choses. L'humour à partir de la vraie vie. L'humour qui pique ou qui gratte. Après des années à jouer la fille parfaite, à performer, à tenir, à s'adapter, son corps a dit non. Et tout d'un coup, le burn-out. Et comme beaucoup d'entre nous, c'est seulement une fois qu'elle a traversé le burn-out que quelques années plus tard, elle a découvert pourquoi elle vivait tout en trop. Le vertige tombe. Madame Moore, vous avez un TDAH. Oui, ce mot qui aujourd'hui fait peur, fait débat, fait grincer certains et fait se sentir soulagé pour beaucoup d'autres. Et là, où certains se seraient cachés, elle en a fait de la matière. Depuis 15 ans, Olivia fait un truc précieux. Elle transforme ce que tout le monde vit en silence en humour qui libère. Dans ses spectacles, dans son podcast, dans ses prises de parole, on rit parce qu'on se reconnaît. On rit parce que ça fait du bien. On rit parce qu'elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Alors oui, on va parler aujourd'hui de santé mentale, mais pas en mode pesant ou plombant. On va parler vrai, on va parler TDAH, on va parler burn-out, de charge mentale, de rôle de la mère parfaite et même du capitalisme du rire. Et de ce que ça fait vraiment d'être humoriste aujourd'hui dans un monde qui veut rentabiliser même le rire. Et surtout, on va parler de ce qui se passe derrière le micro. Parce que oui, même ceux qui nous font rire s'effondrent parfois quand ils rentrent chez eux. Alors cet épisode, il est là pour nous faire du bien. On va rire, réfléchir, se reconnaître et surtout arrêter un peu de faire semblant. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de la recevoir sur La Relève, Olivia Moore. Olivia, bonjour. Salut La Relève. Et bienvenue. Merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Mais avant de démarrer, déjà merci d'être toujours plus nombreux de nous écouter sur La Relève chaque semaine. Et vous le savez, je le répète à chaque fois, pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube ou Spotify en vidéo. Vous activez la cloche si vous vous abonnez. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute classiques comme encore Spotify, Apple Podcast ou Deezer, abonnez-vous à la plateforme. N'hésitez pas à y mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça nous aide à être un petit peu plus visible sur ces plateformes et surtout pouvoir écouter ces histoires inspirantes que les personnes prennent le temps de venir témoigner. En tout cas, merci. Maintenant, on démarre. Ouais, trop bien. C'est parti. J'aime bien démarrer avec une question avant de passer sur la présentation assez classique. À toi de voir dans ma question à quel moment, je vais parler de la Olivia d'avant, la Olivia d'après, à quel moment tu mets ton point de bascule. On verra au fur et à mesure. Mais si tu avais 3 mots pour résumer la Olivia avec sa vie d'avant et 3 mots pour résumer éventuellement la Olivia avec sa vie d'aujourd'hui. Ah ouais, alors oui, ok. C'est con, j'ai pas eu les questions avant, dites. J'aurais pu dire un truc intelligent et tout. J'aime bien avoir l'air intelligent. Attends, la vie d'avant, le premier terme qui me vient, c'est cadré, conforme et sécurisé, probablement. Cadré, conforme et sécurisé, ouais. Ouais. Et maintenant, c'est création, liberté et incertitude.
Ok, intéressant. Création, liberté et incertitude. Ouais. Dans l'incertitude, tu mettrais un peu d'insouciance ou moins? Je sais. Alors, mais ça tient à moi. Ouais, Que moi, sûr. je suis pas quelqu'un d'insouciant. Ouais. Malheureusement, je l'ai jamais été. Donc, Ouais. mais c'est un Graal. Hein. Voilà, on espère que d'ici quelques dizaines d'années, on arrivera à être quelqu'un d'insouciant. Moi, je suis fondamentalement quelqu'un de prise de tête depuis toujours. Ouais. Après, peut-être il y a des gens qui diraient que le choix d'une carrière d'artiste, il y a une forme d'insouciance. Moi, c'est plutôt une bonne capacité à vivre avec l'incertitude. Et en fait, j'aime bien ça. J'aime bien l'idée que tout n'est pas justement cadré, déjà conforme. prévu. Ouais, et qu'il y a un espace de liberté. Et j'aime beaucoup l'idée que la vie a plus d'imagination que nous. Donc moi, je trouve ça assez excitant de me dire je sais pas ce qui va se passer. Alors oui, là, je suis dans la période où je dois faire mon budget pour début d'année prochaine, tout ça. Bon, c'est pas le moment le plus confortable, pas vous mentir. Mais pour le reste, ça va. Et justement, on arrivera un peu plus sur les mots d'aujourd'hui, mais si tu es là, c'est parce qu'effectivement, tu as un parcours, je sais pas si on peut dire atypique, on verra ce qu'on dira, mais en tout cas... C'est l'étiquette que j'avais quand je travaillais, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir un parcours où on a, comme j'explique, ce côté... cadre, j'ai vécu à Paris, j'ai fait mes études, je me retrouve dans cette grande entreprise du CAC 40, ce que tu m'expliquais pour expliquer ce que tu faisais, mais avec justement ce cadre, ce conformisme, et je crois que tu as dit sécurisant, je crois, mine de rien. Voilà. Avoir un gros nom sur son CV, tu te dis, bon, voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi, j'ai eu ce parcours-là en me rendant pas compte à quel point j'étais privilégiée, entre guillemets. Par rapport à quoi? Par rapport à la plupart des gens qui travaillent. Ouais, pourquoi? En fait. Parce que je me suis pas rendu compte que... Moi, j'ai fait la fac, j'ai fait du droit, et à l'origine, j'étais embauchée dans une première multinationale, plutôt pour faire du droit. Ouais. Et puis, il se trouve que j'ai bifurqué, enfin voilà, je suis passée aux ressources humaines, puis au marketing. Enfin bon, bref, j'ai fait des espèces de sauts de puce. Et j'avais pas du tout réalisé que pour arriver, par exemple, dans des boulots de marketing international comme ceux que je faisais, en fait, il y avait des gens qui s'étaient levé la peau à faire 2 ans de prépa hyper dur, après 3 ou 4 ans d'école de commerce. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus cool. Mais tu vois, qu'il y avait tout un truc, tous des gens qui étaient biberonnés en fait à la compétition. Et alors que moi, j'ai fait la fac. Je dis pas que ça a été facile parce que c'est un autre style d'univers. C'est comme toi, genre la fac et université, pas d'école de commerce, c'est pas le même univers. C'est pas le même style du tout d'univers. Il y a effectivement beaucoup de liberté, mais moi, ça me convient très bien. Et donc, j'avais pas du tout cette approche-là. Moi, j'ai vécu d'autres types de difficultés, mais pas les mêmes que eux. Et donc, j'avais pas non plus le même niveau de tension et de, une sorte de pression. Ouais, de pression, puis d'accrochage à là où je suis. En fait, j'étais pas accrochée comme une arapède à mon job et c'était pas non plus une identité, quoi. Une identité et mes galons, quoi. Et vraiment, à cette époque-là, je n'ai pas du tout vu le fait que le type de boulot que j'avais représentait un Graal pour des gens. Ça m'est passé totalement au-dessus de la tête, en fait. Et du coup, tu l'as dit, tu t'arrives là, classique, je fais mes études, et puis de saut de puce en saut de puce. Ouais. J'arrive dans ce job. De rêve sur le papier. Ouais. Tu faisais quoi exactement? J'étais, alors en français, on dit responsable marketing. Ouais. Voilà, en anglais, c'est group manager. Et voilà, en gros, tu as une équipe de gens qui sont plus jeunes que toi, qui sont des jeunes chefs de produits, puis des assistants, des assistantes. Et moi, je développais des produits à l'international. Ça veut dire que mon travail, c'était de trouver des histoires à raconter pour des crèmes, d'abord pour le visage. Voilà, enfin, le dernier job que j'ai eu. Voilà, les laboratoires arrivaient avec « on a tel nouvel actif, c'est vachement bien et tout ». Tenez les gens du marketing, racontez une histoire pour que les gens aient envie d'acheter cet actif. Parce que si on dit juste aux gens « voilà, on a trouvé un nouvel ingrédient qui va combler vos rides et va vous donner l'air d'être plus jeune, mais pas réellement, c'est une illusion, mais on va vous le dire quand même ». Bon, ça marche moins bien. Voilà, ça marche moins bien. Donc, il faut raconter une histoire autour de tout ça. Et mon job, c'est ça, c'est de raconter l'histoire et ensuite de fédérer tous les gens qui vont faire en sorte que cette histoire, elle devienne concrète. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de gestion de projet. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, dans cette vie-là, on se retrouve effectivement à être cadre, conforme et sécurisant? Qu'est-ce qui te ramène à ça, à ces mots-là, justement, à cette période-là? C'est l'argent. C'est l'argent. Oh, mais c'est clairement l'argent. C'est le confort, le confort et la sécurité de l'argent. Oui, c'est en fait, c'est une époque où je pouvais entre guillemets dépenser sans compter. Ouais. Et si tu déconnes un peu un mois, en fait, le salaire qui arrive le mois suivant fait que bon, ça va aller. Ton banquier te fait confiance. Avoir un banquier qui te fait confiance, on se rend pas compte à quel point. Enfin, moi, je me rendais pas compte à quel point pareil. C'était un privilège en réalité, un vrai avantage. C'est-à-dire que comme on a un gros nom sur le CV.
Bon, le banquier se pose pas de questions. Enfin voilà, s'il y a 1000 balles de découvert un mois, il sait très bien que le mois suivant, ça va très bien se passer. Puis qu'en plus, il y a un 13e mois qui est colossal. Donc, ça ne stresse personne et moi non plus, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui fait que à un moment, tu sens que tu as ces 3 mots-là et il y a un moment, tu sens que, je sais pas si on peut dire, tu te sens plus à ta place ou tu sens qu'il y a quelque chose qui... Ou est-ce que tu t'es déjà senti à ta place là-bas? Enfin, est-ce que je te vois? Alors, je sais pas, mais... En fait, je pense que j'étais... Est-ce que j'étais persuadée d'être à ma place? Probablement. Mais pareil, en fait, quand je dis j'avais pas conscience d'être dans un job hyper privilégié que beaucoup de gens enviaient, du coup, j'ai complètement négligé l'importance de la compétition interne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je faisais mon boulot et j'essayais de le faire de la bonne façon et d'être relativement conforme, mais j'avais une forme de, un peu de liberté de penser par rapport à tout ça. Moi, je veux dire, quand je voyais les gens du packaging, je voyais qu'on faisait des très gros pots en verre comme ça, enfin non, en plexiglas. Alors, ils sont magnifiques ces pots, mais on les recycle à un moment. Et vraiment, les gens me regardaient avec des yeux comme ça. Parce qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle nous enquiquine, même. C'était un peu ça. Et donc, enfin voilà, il y a plein de paramètres que j'ai pas pris en compte. Et en particulier, celui de la compétition et du fait que, à l'époque, moi, j'avais une équipe qui n'était pas une équipe solidaire. C'est-à-dire que moi, je leur sauvais la peau quand c'était nécessaire. Mais en remerciement, ils me tiraient dans le dos. Et vraiment, quelle belle découverte. Quelle belle découverte, voilà. J'avais une collègue qui avait le même genre de job que moi en face de moi. Enfin, on était au même niveau hiérarchique, mais en fait, elle voulait mon boulot parce qu'elle le trouvait mieux ou je sais pas quoi. Et voilà, j'ai pas vu en fait ça. Et donc, pareil, elle me tirait dans les pattes. En réalité, elle me sciait les pattes dès qu'elle pouvait dans mon dos. Bon, voilà, c'est... Et comment tu le vis? Parce que pour le coup, je l'ai dit, t'as découvert plutôt sur le tard ton TDAH, etc. Souvent, les neuros, ceux qui ont de la neuroatypie sont... souvent hypersensibles ou une sensibilité justement à l'humain, à ce genre de choses. Je dis ça parce que j'en parle un peu plus ici, mais j'ai de la neurotypie en veux-tu, en voilà. Donc généralement, je dis toujours, on a une vision du monde qui est un peu différente ou une sensorialité qui est un peu différente. C'est vrai. Du coup, ce qui fait que ce qui peut paraître normal pour les autres, tout d'un coup, on les comprend pas. Il y a un truc vraiment de mais pourquoi ils font ça? Comment toi tu l'as vécu justement ça? Pas très très bien. Enfin oui, je me sentais à part, mais comme je me suis sentie toujours un peu à part toute ma vie, je me disais, ça va aller, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu te sentais à part? J'ai toujours su que je réfléchissais pas comme les autres et que j'avais pas la même vision du monde. Ça, je l'ai toujours senti. Donc, je me suis toujours sentie un peu seule. Donc, voilà. Donc, en fait, et notamment au boulot, d'ailleurs, j'avais conscience que j'avais pas la même façon de voir les choses que les autres, mais que il fallait avoir une forme d'intelligence politique, par exemple. Ouais. Et donc, j'avais, dans mon boulot précédent, je me souviens, il y avait un gars qui était très populaire, que les chefs aimaient beaucoup, et donc je faisais tout comme lui. Je mimais mon comportement sur le sien. Donc, c'était un moment... ça aurait pu être risible. Si on nous avait filmé, ça aurait été risible, mais vraiment... Parce que c'était pas naturel chez toi, c'était vraiment... Tu te dis, c'est comme ça qu'il faut être en société. Ouais, je le regardais, je me disais... Quand il rigolait, je rigolais. Quand il se taisait, je me taisais. Enfin, vraiment, quand il se mettait en arrière sur sa chaise, je me mettais en arrière sur ma chaise. Enfin, vraiment. Il s'en rendait compte? Non. mais parce que en fait, ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc sur le jugement. On est toujours persuadé que les gens passent leur vie à nous juger. Non, les gens n'ont pas notre temps. En fait, il y a peu de gens qui passent du temps à observer les autres. On est tous sur nous-mêmes, surtout dans des contextes d'organisation. Comme ça, ouais. En fait, on passe notre vie à nous surveiller nous-mêmes. Donc, en fait, les autres n'ont pas le temps du tout de regarder. Donc, c'est un peu... Voilà. Donc, non, je pense que personne n'a remarqué que j'imitais ce garçon. Mais moi, je le savais et ça fonctionnait. Mais ça, c'était aussi... Enfin, c'était genre après déjà 5-6 ans de carrière à voir que apparemment, je ne savais pas bien m'adresser aux gens. Et donc, voilà, quoi. Tu dis effectivement, il y a ce côté compétition et politique. Moi, je sais que j'étais dans une autre entreprise du CAC 40, dans un autre univers. On en discutait tout à l'heure dans la voiture. C'est que, comme toi, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu arrives dans des contextes où c'est très politique, c'est très concurrentiel, où tout d'un coup, je sais pas pour toi, mais tout d'un coup, on te met un coup dans le dos, genre oui, pas de problème, je vais t'aider. Puis en fait, comme tu dis, derrière, pas du tout. Ouais. Et quelque part, t'as un sentiment d'être un peu naïf. Enfin. Ah ouais, non, mais moi, j'étais consternante. Hein. Mais vraiment, enfin, moi, j'avais ce côté des fois, mais ils pensent vraiment comme ça? Ou c'est moi qui suis naïve parce que ça me traverserait pas l'idée? Où on a ce côté où je vois très bien les choses venir sur le projet, c'est-à-dire que j'ai une anticipation sur le projet, sur la partie très stratégie. Par contre, humainement, parce que je pense pas comme les gens, ou comme toi, j'avais pas du tout cette volonté politique. J'étais là pour la mission, pour le truc que j'étais en train de faire, j'étais là pour le faire bien, j'étais extrêmement investie. Mais en fait, derrière, il y en a qui jouaient un double jeu. Oui, c'est en général comme ça qu'on finit en burn-out. Et c'est que moi, j'avais le sentiment d'être à Game of Thrones en ciel ouvert. Enfin, je découvrais ça et ça te rend
t'es bonne dans ton job, mais dès que tu sors un peu de ton cadre et que tu te retrouves dans cet univers beaucoup plus politique, t'as l'air naïve. Mais c'est une compétence en soi, je pense. Enfin, après le burn-out, je me suis vraiment dit... En fait, j'accusais pas ces gens, enfin, je leur en voulais pas, même s'il y a des gens qui m'ont objectivement tiré dans le dos. Je pense que quand on aime le pouvoir, on fait ça. En fait, ça fait partie un peu des compétences requises. Alors moi, je trouve ça pas très sain, c'est pas mon monde, j'ai pas envie. Mais de fait, j'étais entourée de gens qui avaient été biberonnés à la compétition. Donc c'était un peu naïf de ma part de penser que ça pouvait se passer autrement. C'est juste que j'avais même pas identifié ça. C'est après que je l'ai conscientisé que je me suis dit non, mais en fait, il faut avoir du goût pour ça, il faut avoir du goût pour le pouvoir. Moi, j'ai pas de goût pour le pouvoir. Et du coup, tu l'as dit, c'est à ce dernier poste qu'effectivement tu fais ton burn-out. Comment ça se passe ? Il arrive comment ? C'est quoi les premiers symptômes ? Alors, les premiers symptômes, je me souviens très bien, c'était... moi, j'ai quitté la boîte au retour des vacances de Noël. C'est-à-dire que j'étais revenue depuis 3 jours et pouf, burn-out. Donc, mais courant décembre, j'avais déjà des pensées un peu morbides. Genre, j'avais vu passer un truc très triste sur une femme, justement, qui s'était genre pendue au sèche-main des toilettes de sa boîte. Elle bossait dans une très grosse boîte de consultants. Et elle avait des enfants, etc. Et je me souviens très bien de m'être dit, je la comprends. Et en fait, mais ça ne m'a pas alertée. Comment ça veut dire qu'il y a quand même une souffrance, c'est-à-dire pour la comprendre, c'est-à-dire qu'il y a cette empathie, d'une souffrance avec cette dissonance cognitive certainement entre ce qu'on me demandait de faire et puis ce pourquoi on était valorisé. Et voilà, et puis même, moi j'essayais de beaucoup justement bosser les relations avec les gens, puis je voyais que ça accrochait pas du tout. Et tout simplement parce qu'en fait, on n'avait pas les mêmes valeurs. Je pense que les gens ne me comprenaient pas non plus. Je pense que j'ai une ancienne collègue qui me disait, je te voyais essayer et je voyais que ça marchait pas. Alors, j'ai eu envie de lui dire, t'aurais peut-être pu m'aider aussi. Genre, affranchis-moi. Mais non, parce qu'elle était sur ses rails de carrière, de machin, etc. Et donc, ça lui est même pas venu à l'idée de m'épauler, en fait. Juste de faire preuve de générosité en lui disant, en fait, meuf, tu n'as pas les codes. Donc le code, c'est ça. Quand il se passe ça, c'est ça que tu dois faire. Tu dois arrête avec ton espèce de truc de bisounours, de attends, viens, on va se parler, on va essayer de se comprendre. Non, les gens n'en ont rien à foutre. Personne veut te comprendre et personne veut coopérer avec toi. Il faut que tu comprennes ça. Ouais, les gens sont là pour eux. Les gens sont là pour eux-mêmes. Les gens sont là pour décrocher la prochaine promotion. Ils sont pas là. Ils sont éventuellement là pour faire le boulot bien si ça leur permet de décrocher la prochaine promotion. Ouais, mais je vivais la même chose en finance. Enfin, c'est les mêmes boîtes, elles sont articulées certainement humainement et en RH de manière assez similaire. Oui, c'est une question d'envie de pouvoir. Je pense que le désir de pouvoir, il dépasse tout, en fait. Donc, de ces personnes-là qui ont été biberonnées. Oui, puis c'est leur envie, enfin vraiment, c'est leur trajectoire, entre guillemets. Et toi, donc, justement, symptômes, comme tu dis, un peu morbides, où cette femme, t'as cette empathie. Épuisée. Enfin, je dormais plus. Enfin, quand je dormais, je rêvais du boulot, je me réveillais en pensant au boulot. Enfin, je disais, j'ai oublié un truc. Enfin, voilà, mon Dieu, c'était horrible. Et du coup, il y a les vacances de Noël. Vacances de Noël. Je rentre des vacances de Noël. Et là, je me retrouve dans une réunion. Enfin, il me semble qu'il y a plusieurs réunions où, évidemment, ça se passe mal. Parce que je me fais niquer à toutes les réunions, évidemment. Et parce que toutes les réunions sont des arbitrages de pouvoir, de machin, etc. Et c'est pareil, on n'a pas l'intérêt général et l'intérêt commun en ligne de mire. Vraiment, c'est chacun est dans son couloir. Donc moi, ça me bute, je comprends rien du tout. Et puis en plus, j'ai pas envie de faire ça. C'est ça aussi le truc. C'est-à-dire qu'en plus, ça me parle tellement. Enfin, voilà. je vois tellement. Et une dernière réunion avec, il y a ma collègue d'en face, donc celle qui fait le même boulot que moi, mais sur d'autres catégories de produits. Et on a une réunion avec notre chef commune, que pas une mauvaise personne, qui est dans cette logique-là, mais voilà. Et là, ma collègue avec qui je partage un bureau, donc me défonce, mais vraiment me défonce. On se demande un peu pourquoi, mais tout simplement pour rehausser son image, en fait, et expliquer que moi, je fais n'importe quoi, qu'elle ferait mieux mon boulot que moi, etc. Devant notre chef commune, qui ne tranche pas tellement. Et là, ça me laisse, mais alors, sans voix, enfin... Je rentre un peu dedans en disant non mais d'ailleurs c'est toi, tu m'as pourri à la réunion machin, je comprends pas pourquoi t'as fait ça, etc. Bon, on revient dans notre bureau et là vraiment je vois le visage de la fille faire comme ça et alors tes vacances c'était comment? Et alors là où ça fait puf, tu sais comme l'ordinateur ou la télé qui t'as bugué là et il y a une petite fumée qui sort et voilà c'était fini. C'est-à-dire que j'ai bugué, vraiment j'ai bugué, c'est-à-dire que tout à coup ça m'a j'ai quasiment dissocié à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était tellement incohérent, violent. Enfin, ça avait tellement rien à voir. J'étais là, mais presque irréel, quoi. Ouais, c'était irréel. Ça m'a bloqué, entre guillemets. Ça m'a bloqué. J'arrivais pas à revenir dans la réalité. Et donc, du coup, je restais silencieuse. Les gens me parlaient, j'étais incapable de leur répondre. Je voyais les centaines de mails défiler
incapable de prendre la moindre initiative. Donc j'ai fini par appeler le médecin et par dire je crois que j'ai un problème. Je me suis dit je suis en train de faire un AVC en fait. Et j'ai écrit mon truc et il m'a dit alors vous sortez immédiatement de ce bureau. Je fais mais il est 4h de l'après-midi, ça va être compliqué. Il me fait non, je m'en fous, je veux pas le savoir. Vous venez tout de suite. Et il m'a arrêté pour une semaine. Ah, il t'a dit quoi d'ailleurs? Je trouve intéressant ce que disent les médecins. Tu te souviendrais de ce qu'il t'a dit? Il m'a dit faut que je vous arrête là. Et donc moi je voulais pas parce que je rentrais de vacances. Hein. Ah oui, mais on a tous et on est dans un monde où on s'arrête pas. Voilà, non mais déjà on est genre je sais même pas quel jour on était. Il me semble qu'on était un vendredi, mais je suis même pas sûre. Déjà je suis partie à 4h de l'après-midi, ça va être compliqué de rattraper ça, mais il n'est pas question que je m'arrête. Si, c'est pas possible. Enfin, vous pouvez pas continuer comme ça. Ok, bon, arrête une semaine. Bon, moi, évidemment, je continue à bosser à distance. Mais tu sais que moi, quand on m'avait arrêté la première fois, c'était un vendredi midi. J'ai bossé le vendredi après-midi et j'ai attendu lundi matin pour dire que j'étais arrêtée pendant une semaine. Ouais. Tu sais, le déni, la culpabilité, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, au bout d'une semaine, je reviens triomphante dans son bureau en disant c'est bon, je suis reposée. Ça y est, on peut recommencer. Il me fait je vous arrête à nouveau une semaine. Et en fait, il m'a fait le coup 3 semaines d'affilée. Donc là, vraiment, j'étais là, mais j'étais désespérée. Et puis moi, je continuais quand même à essayer de bosser à distance et tout. Et puis, et au bout de la 3e semaine, je fais non, mais là, vraiment, faut arrêter de rigoler. Faut que j'y retourne vraiment, là. Je vais me faire virer, là, avec vos conneries. C'est-à-dire que j'accusais le médecin. Et il me dit très bien. Eh bien, écoutez, maintenant, je vous arrête pour 3 semaines. Et là, j'ai fondu en larmes. Là, j'ai dit, mais c'est pas possible, etc. Et bon, voilà, je voulais pas, et en même temps, je sentais bien que j'étais pas du tout en état d'y retourner en réalité, que ça me terrifiait même d'y retourner. Puis plus le temps passait, plus j'étais terrifiée d'y retourner, évidemment. Hein. On dit tous la même chose, c'est marrant. Il y a vraiment, évidemment, je crois, des discours similaires, mais c'est vrai, il y a ce truc-là il y a mais non, vous pouvez pas m'arrêter. En gros, qu'est-ce qui va se passer si vous m'arrêtez? Je vais y retourner, parce que bon, après, il peut y avoir plein de. Et à un moment, plus on est arrêté, plus on sent que physiologiquement, si on y retourne, on sent qu'on est de moins en moins capable d'y retourner. Et si on y retourne, on va s'effondrer. Donc du coup, tu n'y retournes pas, je crois, c'est ce que tu m'expliques. Ah bah non, j'y suis jamais retournée. Et en plus, pendant cette période-là, on se posait la question de savoir si on faisait un 3e enfant avec mon mari. Et moi, je me suis dit, a priori, cette année, foutu pour foutu. Et on a mis l'enfant en route, mais alors illico, en fait. C'est-à-dire que, je me suis retrouvée enceinte pendant les 3 premières semaines de burn-out, en vrai. Et donc, j'ai fini par dire au médecin, alors oui, à propos, je suis enceinte. Il fait, donc vous allez pas reprendre. Hein. J'ai fait, allez, vas-y, lâche prise. Et c'est là. Et comment tu t'es sentie, toi, avec ce premier lâche prise? Ah j'ai pleuré dormi pendant 3 mois. 18 heures par jour. Ouais, j'appelle ça en plus, avec les hormones et la grossesse, mais j'appelle ça la phase de Zombieland, canapé, lit, canapé. C'est le seul réconfort qu'on a. Ah ouais, non, moi, je passais mes journées à pioncer, vraiment. J'ai commencé à émerger à Pâques. Où on est parti avec les enfants. Ouais, c'est ça. Et on est parti avec les enfants en Bretagne parce que mes beaux-parents vivaient là-bas. Mais ils nous avaient laissé la maison, on était avec les enfants. Et en fait, j'ai commencé à émerger vaguement. Et j'étais enceinte, hein, donc. Et je me souviens très bien d'avoir dit à mon mari, écoute, est-ce que ça t'embête si je reste 2-3 jours de plus seule? Et en fait, c'est là que j'ai émergé. C'est là que je me suis réveillée, entre guillemets, mais vraiment. Mais on a été à ça, de l'hospitalisation et tout ça, parce que vraiment, j'étais dans un état pas possible, quoi. Comment t'as remonté la pente? En ayant des nouvelles idées. Ouais, la créativité en toi, le fait que de ne plus être dans cette fameuse boîte, ce cadre conforme, a créé de l'espace. Tout d'un coup, on arrive dans les autres mots, mais la créativité. Et sans faire de raccourci, à moins qu'il y ait des choses qui sont intéressantes entre les deux, mais aujourd'hui, on sait que t'es humoriste depuis 15 ans. Et tout d'un coup, c'est un question que je t'ai posé, mais c'est quoi le pont? Qu'est-ce qui se passe entre, effectivement, j'étais responsable marketing cosmétique de luxe dans un grand groupe du CAC 40, et je suis arrêtée pour burn-out parce que forcément, il y a cette dissonance avec la culture d'entreprise et moi, ce que je vis, ce que je ressens. Il faut que je me repose. Oui. À un moment, ma créativité, puis il y a cette grossesse aussi en même temps qui se passe, mais la créativité se met petit à petit en marche. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je l'ai toujours été, en fait. Non, mais moi, j'ai toujours eu... T'étais comment petite? Alors, petite, c'est différent, parce que petite, j'étais très conforme. Moi, je viens d'une famille, on m'a demandé d'être adulte très vite. Donc, j'ai été adultifiée très vite. Donc, ma créativité, et c'est d'ailleurs pour ça, après, que j'étais embauchée dans des belles boîtes et tout ça, c'est que j'avais une créativité pratique qui était énorme. C'est-à-dire que tu me soumets n'importe quel emmerdement, vraiment, je peux te trouver une solution, un plan A, un plan B et un plan C. Vraiment. Donc, j'ai toujours été comme ça. Là, on est passé de la créativité à la création, entre guillemets. C'est-à-dire que quand le médecin m'a dit « Moi, je vous déconseille d'y retourner, c'est vraiment pas une bonne idée. Enfin, ça va probablement... si vous y retournez, il vous arrivera probablement la même chose et ainsi de suite. » Ce que tu es assez malin de sa part.
ça a été vertigineux et en même temps, ça m'a obligée à me dire, ok, très bien, bon, page blanche, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et donc, j'ai fait un tableau Excel, vraiment avec une liste de trucs. Voilà, qu'est-ce que je pourrais bien faire, vers où je pourrais aller. Et puis petit à petit, j'ai développé les choses en me recentrant aussi sur, déjà, attends, on va faire un petit point sur c'est quoi les qualités qu'on me reconnaît, c'est quoi ce qu'on me reproche, mais j'avais tout écrit en essayant de rester objectif, sans être dans le jugement. Et en me disant... Une sorte de kigai, un peu... un ikigai avant l'heure, c'est ça, un truc... ou une espèce de gros récap où je regarde, je prends un peu de recul sur ce que j'ai fait, sur ce que les gens m'ont dit, sur tout ça. Et c'est en faisant ça que j'ai fait une espèce de liste de projets. Et puis je me souviens, j'avais fait des colonnes avec des critères pondérés, machin et tout. On retrouve quand même le biberonnage de ces grosses structures quand Bien même. Sûr. C'est l'avantage, en fait, je l'ai appris que récemment. Enfin, je l'ai appris qu'il y a 3 ans que j'avais un cerveau de TDAH. Mais il est évident que les études que j'ai faites, qui sont des études de droit, et ensuite bosser dans des très grosses boîtes, ça m'a vraiment complètement structurée, mentalement parlant. Ça m'a obligée à être extrêmement structurée, à bien clarifier les choses, à savoir pourquoi je fais les choses. Ça m'a calé plein de procédures en tête qui m'ont aidé à avancer, bien sûr. Et qui m'ont aidé même au début de ma vie d'artiste, très clairement. Ouais. Donc, oui, bien sûr. Donc oui, j'ai fait des tableaux Excel, j'ai fait des nuages de points. Et du coup, il en ressort quoi ? Et il en ressortait que... c'était marrant parce que... Et donc, je faisais ça dans mon coin, puis je me suis dit, bon, allez, vas-y, va demander de l'aide, parce qu'il y a un moment, tu ne pourras pas trancher ça toute seule. Donc, j'ai demandé de l'aide à une personne qui était coach. Et elle m'a vu arriver avec mes petits tableaux, et elle me dit, c'est marrant, il manque un critère dans ton tableau. Parce que j'avais mis, salaire, statut social, intérêt de l'activité, vie perso, machin. Enfin, j'avais mis plein de trucs. Alors, je sais pas, moi, par exemple, j'entends pas ce que j'aime. Non, c'était un peu ça. J'entends pas ça depuis tout à l'heure, j'entends pas le truc comment je me sens, comment j'aime. Ça a l'air d'être très pragmatique. Mais... c'était très pragmatique, justement, c'est ce que m'a dit la coach. Je me dis, c'est marrant parce qu'il manque une colonne et c'est la colonne envie. Est-ce que j'ai envie de faire ce truc ? Je dis, oui, c'est pas con ça. Mais oui, mais ça tient à l'éducation et au parcours. Moi, jamais dans ma vie on m'a demandé ce dont j'avais envie. Enfin, pardon, mais alors pas du tout. Moi, vraiment, quand elle m'a dit ça, je fais, pas con, attends. Et honnêtement, je savais pas tellement, quoi. Dur comme exercice, finalement. Ça a été un exercice, Parce qu'on nous a jamais éduqués à ça. Oui, j'avais pas du tout fait le lien entre le fait que, par exemple, le fait d'avoir envie de quelque chose n'est pas quelque chose de pensé, c'est pas intellectuel. C'est un élan qui est dans le corps. Ouais, je suis d'accord. C'est une émotion, l'envie, en réalité. Donc, et une envie, est-ce que tu ressens de l'enthousiasme à faire ça ? Du plaisir. Où est-ce que tu pourrais t'imaginer, si tu vois ça, comment seraient tes journées ? Comment tu as envie de sentir tes journées ? Enfin, il y a un rapport de ressenti. C'est rigoureusement comme ça. Enfin, le petit tableau, je l'avais fait aussi comme ça. Je m'étais dit, tiens, ce serait quoi ta journée idéale ? Ça fait partie des petits tableaux que j'avais fait. Donc ça, oui, genre, pas devoir me lever trop tôt, parce que je suis insomniaque. Donc en fait, comme je dors pas jusqu'à 4h du mat, c'est sûr que quand le réveil sonne à 7h, c'est quand même un peu violent. Voilà. Moi, je suis sur le fuseau horaire de New York, apparemment. Voilà. On peut pas, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, c'était une question que je m'étais posée, mais tout le travail d'éducation émotionnelle, il n'était pas réellement fait, quoi. C'est normal, on nous l'a pas appris. On nous a appris à faire et justement à rentrer dans ce fameux cadre, ce conformisme. Dans le conformisme, vu qu'il est cadré par au-dessus, et, on veut dire nos parents, mais au-dessus de nos parents, il y a une société. Oui, c'est un système économique qui nous dit, la voie royale, c'est là. Fais ça. Fais ça et tu seras heureux. Pas. Exactement. Et surtout, ne te pose pas de questions. Ah oui, mais... Il y en a qui arrivent à tenir. Mais il y en a qui ça correspond, je pense. Oui. Il y a des gens qui ça correspond. Oui, bien sûr. Et d'autres, après, qui plutôt... Oui, et puis d'autres qui sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour tenir dans ce système-là aussi. Voilà. Oui. Et donc, du coup, il en ressort quoi ? Parce que à quel moment arrive cette notion de « mais j'aime la scène » et la scène, c'était la liste de toutes les choses que j'aimais. Donc, il était un peu partout. Dans la série petit tableau Excel, j'avais aussi fait la liste de ce que j'aime faire, la liste des trucs. En vrai, j'ai inventé mon ikigai à l'époque où on parlait pas d'ikigai. Voilà, c'était j'ai fait la liste de tout ce que j'aimais faire et la liste des moments les plus heureux pour moi. Et pour le coup, dans les moments les plus heureux, il y avait le fait d'être en bateau, en voyage en bateau. Et ça, donc on est passé à ça de devenir navigatrice. Skipper. Exactement. Et il y avait être sur scène. Parce que la scène, pour moi, paradoxalement, parce que c'est un endroit qui est très minuté, mais pour moi, la scène est un endroit qui est hors du temps. Donc, comme quand je suis en mer, en bateau, c'est pareil. C'est hors du temps, en fait. Alors, c'est bizarre, parce que, au contraire, le temps dans les deux est très important, mais
c'est une façon de découler le temps qui est différente. J'ai l'impression vraiment de m'inscrire dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. Et qu'est-ce que tu avais fait avant pour savoir que la scène te procurait ça, à ce moment-là? J'avais fait du théâtre au lycée. Ouais. Non, mais enfin. Et j'avais fait du théâtre au lycée. Et puis, quand je bossais dans différentes organisations, je me suis toujours débrouillée en fait pour être un peu en scène. C'est-à-dire que moi, je suis très mal à l'aise dans les réunions. Si c'est pas moi qui mène la réunion. Mais si c'est moi qui mène la réunion, alors là, vraiment, Mais ça, c'est lié au fait aussi d'être habitué à prendre les choses en charge. Quand on a été parentifié très jeune, adultifié très jeune, en fait, les Anglais, ils ont ce mot-là. T'as pas peur de step up. Tu vois, de te positionner et dire ok, vas-y, je prends en charge. Donc c'est un mouvement naturel qui est même un peu pathologique, prendre les choses en charge. Donc moi maintenant je fais tout pour rétro-pédaler et voir parfois des situations en disant on t'a rien demandé, si t'as l'impression que la personne veut, go, mais voilà, sauf situation vitale évidemment, mais effectivement on appelle ça souvent le syndrome de la grande sœur. Oui, c'est le cas, moi je suis nénée. On le retrouve oui, effectivement, absolument. un peu si les parents étaient présents ou non, et tout d'un coup, il y a une charge de responsabilité sur l'aîné. Oui, puis moi, j'ai été éduquée comme ça. On m'a fait comprendre... Ça veut dire quoi, le comme ça? Comme ça, on m'a fait comprendre que je devais être utile pour être aimée. Si j'étais pas utile, j'étais pas vue, j'étais pas prise en considération, et j'avais pas de reconnaissance. Donc, quand on est enfant, c'est subliminal, évidemment qu'on me l'a pas dit comme ça. Bien évidemment. Mais... C'est la perception. Entre les mots et les actions que tu avais vécues. Oui, après, moi, ma mère, elle m'appelait Cosette, quand même. Donc ça raconte quelque chose quand même. Et j'étais la petite bonne de la maison, entre guillemets. Donc forcément que je me suis identifiée à ce rôle-là. J'ai construit, mais ça je l'ai réalisé des années plus tard. Je l'ai réalisé il y a 2 ans, 3 ans, que je m'étais construite narcissiquement là-dessus. C'est-à-dire... T'as créé une identité. Des parts de toi identitaires, elles se sont bâties sur ce rôle-là. Je suis... à mes yeux, j'ai de la valeur si je suis utile, si je me rends utile. Et j'en déduis que pour les gens, je vais avoir de la valeur pour eux, je vais être aimée si je me rends utile. Voilà, et donc depuis 2-3 ans, je déconstruis ce truc-là. Ouais, ce qui fait que... je regarde, je fais c'est marrant, je suis pas du tout utile à cette personne et pourtant, elle est avec moi, elle m'aime bien, c'est fou. La prise de conscience. En fait, ce que tu entends... Il y a 2 syndromes, le syndrome de la grande sœur et quelque part ça engendre par le biais d'utilité ce qu'on appelle le people pleasure, c'est-à-dire comment effectivement je peux faire plaisir, je peux me rendre utile, etc. Oui, mais c'est en ça que ce qu'on appelle le people pleasing, c'est très narcissique. Oui. C'est qu'en fait, on ne le fait pas réellement pour les autres, on le fait pour être reconnu par les autres et avoir de la valeur aux yeux des autres et avoir de la valeur à ses propres yeux. C'est pour ça qu'il faut arrêter. On le retrouve aussi souvent, ce qu'on appelle le sauveur dans le triangle de Karpman. Oui, aussi. On peut le retrouver à plusieurs endroits où effectivement on comprend quand on fait ça quelque part, c'est pas que de l'altruisme. Mais ça en est pas. Enfin, c'est une construction narcissique qui est pas saine. Non. Effectivement, mais j'en connais plein, moi, des gens comme ça, qui sont persuadés de s'épuiser pour les autres et d'être des gens adorables. Et t'es là, non. En fait, t'es pas dans une posture adulte, t'es pas dans une posture responsable. C'est ça qui fait qu'on sort du fameux triangle de Karpman. C'est que, parce que sinon on reste coincé dans sauveur, bourreau, victime. Et on passe sa vie soi-même à être dans ces 3 rôles-là et à voir tout le monde dans ces 3 rôles-là. Le jour où on arrive à en sortir... On n'a plus matière. En fait, si toi, tu te dis, ok, j'ai pris conscience et je ne joue plus le rôle de ce sauveur, tu donnes plus la place à ce qui est en face, un bourreau ou une victime. Oui, de toute façon, c'est une façon de voir le monde. Moi, je sais que ce qui m'a aidé à sortir de ça, et c'est une fille avec qui j'ai bossé qui était vraiment géniale. Je pense que le premier doigt de pied que j'ai pu mettre en dehors de ce système-là, c'est le jour où j'ai appris à m'excuser, le jour où j'ai appris à demander pardon. Mais vraiment. Parce qu'en fait, quand on demande pardon, on se met dans une posture de responsabilité. C'est une posture adulte. Et c'est là qu'on sort de bourreau, victime, sauveur. En fait, vous faites une connerie. Vous marchez sur le pied de quelqu'un. Quand vous êtes coincé dans le triangle, vous marchez sur le pied de quelqu'un, la personne vous engueule. Et du coup, là, vous allez vous sentir victime, en fait. C'est dire, mais non, mais pourquoi vous m'engueulez? Mais c'est disproportionné. Bon, d'accord, je vous ai marché sur le pied, mais en fait, j'ai pas fait exprès. Et voilà, pouf, coincé dans le bordel. L'autre est votre horrible bourreau. Cette personne est très méchante. Mais pourquoi? Alors que je suis tellement sympa. Parce que moi, j'ai pas fait exprès. J'ai juste marché sur le pied, mais j'ai pas fait exprès. Et juste apprendre à dire, ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vous présente mes excuses. Voilà, c'était pas intentionnel. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez mal aux pieds? Posture adulte. Et je suis pas en train d'essayer de sauver la personne, parce que après, si elle continue à me hurler dessus alors que j'ai
présenté mes excuses et que c'est visiblement déproportionné, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Voilà. Merci, je vais vous laisser. Voilà. Au revoir. Et je trouve que ça a été un vrai... elle a été très fine, je trouve, de commencer par là, avec moi. Je pense que vraiment, je suis arrivée chez elle, j'avais 25 ans. Ah oui. Et I was a wreck. Vraiment, j'étais pas... elle a dû se demander vraiment par où commencer pour récupérer cette personne et lui reposer les pieds sur terre, quoi. Ah, tu penses vraiment à moi, je pense, ouais. Je pense. Oui, elle a dû se dire en me voyant arriver, bon, alors celle-ci, elle est pas bête, elle va piger. Par contre, sur un plan émotionnel, il y a du boulot. Il y avait vraiment beaucoup de boulot. Tu te sentais barricadée ? Déconnectée de tes émotions ou quand tu dis... Oui, c'est ça. Non, mais je me sentais pas. C'est juste, je me sentais pas même dissociée de mes émotions. Non, j'étais pas je pensais pas que j'étais dissociée de mes émotions. Puisque, en réalité, et on le sait, tu le sais bien, quand on ne s'occupe pas de ses émotions, quand on n'en a pas conscience et qu'on les accueille pas, c'est elles qui prennent le contrôle. Donc moi, j'avais l'impression d'être mue par mes émotions, et c'est vrai, et des émotions très intenses, mais en réalité, mais sans pour autant les accueillir. Puisqu'en fait, je passais du coup ma vie à lutter contre. C'est-à-dire que j'avais envie de pleurer, j'essayais de ne pas pleurer. Parce que en contrôle. Ouais. Et tant qu'on essaye de les dominer, ça fonctionne pas. C'est pour ça que je vois passer de temps en temps des trucs de masculiniste, il faut dominer tes émotions. Je suis là, t'as pas le cul sorti des ronces, mon ami. Hein. Et si tu fais ça, t'es en train de rétro-pédaler sur le plan de l'évolution humaine, je te raconte pas. Mais oui. Complètement. Non. Les émotions, c'est comme des enfants, en fait. Faut les accueillir, faut écouter, faut essayer de comprendre et ensuite faire avec et s'efforcer de les faire grandir. Donc, et si on veut pas faire ça, ça devient des gizmos, ça devient des gremlins qui te tiennent comme ça et tu pourras pas contrôler ces émotions. C'est une hérésie. Faut que les gens arrêtez de penser que vous pouvez contrôler vos émotions ou dominer vos émotions ou maîtriser ça marche pas. Non. Plus vous essaierez de faire ça et pire ça va devenir un cauchemar. Faites pas ça. Et donc justement, je reviens sur ton tableau, il y a la scène, on est parti de là, la scène qui procure cette sensation où le temps s'arrête. Ouais. Et là, tu dis, il y a quand même un truc qui joue à ce niveau-là sur ce tableau autour de la scène. Ouais. Et du coup, comment t'y viens ? Moi, j'ai un côté, je dis, très pratico-pratique. Hein. À quel moment, je te pose la question, c'est à quel moment tu te dis, tiens, quand je vois le tableau, de se dire, comme tu dis, j'étais dans le cadre conforme, cadre et sécurisant. Et mais enfin là, il avait éclaté en mille morceaux. Donc foutu pour foutu. Ouais, moi, c'est exactement, j'étais là, foutu pour foutu. On va essayer un truc pas sécure, quoi. Et donc la scène, on est d'accord qu'on se dit que tant qu'à faire... Roule ma poule. Non, mais en fait, le cerveau est bien fichu. C'est-à-dire que quand on commence à chercher dans un endroit, les choses vous apparaissent. J'ai le souvenir j'étais dans le métro, je vois une affiche pour un truc qui s'appelait l'école du one-man show, et je dis, tiens, il y a une école pour le one-man show, tiens, on va essayer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc là, t'y vas ? Et donc là, j'y vais, je m'inscris en section loisirs, pour les gens qui font ça en plus de leur boulot, et puis ça me plaît bien, et puis en juin, là, on est à peu près à Pâques, quoi, en avril-mai, et puis je vois qu'en juin, il y a les auditions pour la section professionnelle, donc je dis à mon mari à l'époque un peu... Je dis, je veux passer l'audition pour la section professionnelle au cas où, quoi. Enfin bon, ça n'a rien de sérieux, tu te doutes bien, mais bon, pourquoi pas. J'ai rien à perdre. Voilà. Et puis voilà, et effectivement, on m'accepte dans ce parcours-là, qui est un parcours plus professionnalisant. Et donc, à partir de septembre, je suis des cours de comédie, des cours d'écriture. Mais en réalité, c'est déjà décidé dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai déjà, depuis Pâques, j'ai déjà décidé d'écrire un spectacle, moi. Et ça vient où ? Ça fait cette force de... Parce que si je reprends le timing, donc effondrement à Noël, les 3 mois... C'est quelques jours toute seule après ta famille, tu sens qu'il y a une créativité, quelque chose qui se passe. Du coup là, ok, je remets un peu mes idées au clair, je fais ce tableau, je me fais accompagner par une coach. Très vite, comme tu dis, une fois que j'ouvre les yeux et qu'on sait un peu plus, les choses arrivent à nous. Cette école de one show. Et en même temps, avant même de passer à ce truc pro, on arrive direct, ça va très vite, je vais écrire mon spectacle. En gros, j'attends pas qu'on me propose quelque chose, je vais le faire, mais très vite en fait. Oui, moi je me suis dit, je vais apprendre à le faire en le faisant. Mais c'est aussi, la rapidité, elle est aussi liée à un truc très pratico-pratique, c'est que j'ai été arrêtée par le médecin et que la date butoir, c'est la fin du congé maternité. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où le médecin m'arrête et me dit, bon, vous n'allez pas y retourner jusqu'à votre retour de congé mat, je me dis, donc, bon an, mal an, j'ai grosso modo 1 an payé,
puisque je suis payée par ma boîte en congé mat, pendant le congé mat. Entre le congé maladie et le congé mat, en fait, je suis payée. J'ai 1 an payé et du temps devant moi. Alors bon, c'est relatif. Quand on est mère de famille, j'avais déjà 2 enfants. Une grossesse. Une grossesse. Et en plus, on avait prévu des travaux dans la maison. Donc en fait, j'ai fait le chef de chantier pendant 6 mois. Mais il y a eu ce truc de... ah bon, ok, alors, comme j'ai 1 an payé, je vais écrire un spectacle. Et puis, je suis comme ça, de toute façon. Moi, j'ai zéro patience. Quand j'ai envie d'entamer quelque chose, si je suis vraiment motivée pour l'entamer, je le fais tout de suite. J'attends pas 1000 ans. En fait, c'est un signe. C'est-à-dire que si je ne passe pas à l'action, c'est que le truc est pas censé se faire. Ouais, tu vois comme ça. C'est-à-dire que toi, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis effectivement, ma famille m'a éduquée comme ça. Donc, j'ai ce côté très responsabilisant, très adulte, très tôt, etc. Il y a quand même il y a le TDAH, effectivement, mais en même temps, tu te rends compte que, mine de rien, ce qui paraît... Des fois, les choses qui nous ont donné aussi quelques traumas et quelques trucs, en même temps, nous ont aussi, des fois, un peu au même degré, donné quelques béquilles, tu vois, dans le cadre. Parce que, bien, ce que tu es en train de dire, c'est que, mine de rien, dans ma famille, dans ma construction, l'action et le fait d'être très pragmatique, trouver des solutions, a été un mode de fonctionnement. Et en même temps, on se rend compte que quand tu tires un peu le fil, il te sert jusqu'au bout, quoi. Bah oui, encore heureux, j'ai envie de dire. Oui, mais des fois, là, encore heureux d'avoir eu une enfance très insécure. Et la force que ça donne, effectivement, c'est de pouvoir créer, rebondir en permanence. Après, voilà, je mets en garde, c'est pas une bonne façon d'éduquer les enfants. Non, bien sûr. C'est pas une bonne façon d'éduquer les enfants et de leur dire vas-y, je te jette dans l'eau glacée parce que de toute façon, la vie, ça va être dur. Non, on sécurise les mômes, on leur donne confiance en eux et petit à petit, on leur apprend à créer et à trouver des solutions. Ouais, est-ce que toi, tu t'es senti vraiment... quand tu réfléchis aujourd'hui, tu t'es fait... bien sûr, surtout maintenant que j'en ai éduqué 3, même 5, parce que j'avais 2 beaux enfants avec mon ex-mari. Donc, bien sûr, maintenant que j'ai éduqué des enfants, je vois bien que c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de dire on va endurcir les mômes. Ah non, quelle mauvaise idée. Je dis pas qu'il faut les élever dans du coton, mais il faut les responsabiliser, en fait. Pas je cherche le bon mot, mais pas le jeter dans l'eau glacée. Pas les adultifier, pas leur... Parce qu'en plus, on parlait d'insouciance, c'est le premier mot que j'ai donné. Quelque part. Mais moi, c'est ça qui fait que je n'ai jamais été insouciante de ma vie. Jamais, vraiment. J'ai 0 souvenir d'insouciance. Parce que si je suis insouciante, forcément, il y a une connerie qui est en train de se produire. Il y a un rapport de danger presque. Oui, tout à fait. Il y a cette insécurité. On appelle ça l'hypervigilance. Voilà. C'est pas une qualité non plus. Du coup, on arrive dans cet univers de l'humour. Du coup, tu crées ton spectacle. Comment ça se passe? Quand tu démarres là-dedans? Assez vite, finalement? Oui, je suis dit très rapidement. Je te dis ça parce que je pense qu'il y a plein de gens. Tu vois, moi, quand j'ai accompagné des gens en coaching qui étaient dans des métiers un peu comme les nôtres, soit de bureau ou soit dans la fonction publique, etc., qui étaient entre guillemets des artistes refoulés à qui on a dit justement non, la voie royale pour être en sécurité, c'est ces cadres-là. Et donc, qui ont une créativité incroyable, mais refoulée en disant mais je ne vis pas avec ça, avec toujours cette notion de l'artiste, c'est le bohème entretenu, soit entre guillemets je tire le fil, c'est le punk à chien. Je grossis le trait, mais c'est ça. Du coup, insécurité. Si j'ai pas la vie de bohème parce que j'ai pas la famille, ça je le sais que je l'ai pas, donc naturellement je vais pas en vivre. Ou c'est quelques élus, mais vu qu'on m'a pas valorisé justement dans ma famille ou dans le système, comment moi je peux être l'élu, quoi? Parce qu'on sait que dans le sportif ou dans la partie créative, il y en a un sur je sais pas combien. Je dis ça parce que là je t'entends dire non, maman, je fais l'exercice. Il y a aussi peut-être des synchronicités, des choses que je vois. Je passe à l'action. Effectivement, je suis dans un cadre qui me permettait de naviguer entre créativité et sécurité. On est dans cette entre-deux à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a tellement de gens qui disent mais non, cet univers-là, c'est pas possible. Toi, tu te dis j'y vais, j'y crois, quoi. Alors non, j'y vais beaucoup plus humblement que ça. Je dis j'essaye. Ouais. Donc j'essaye, ça veut dire que j'écris des blagues, je les joue, j'essaye de faire rire les gens. Moi, j'ai passé 2 ans à jouer dans la cave du Paname, qui à l'époque n'était pas aussi connue que ça. Très bien. Voilà, avec des gens qui ouvraient le journal devant moi, avec la moitié des gens qui arrivaient dans cette cave, ils s'étaient paumés en cherchant les toilettes. Enfin, vraiment. Et comme tu dis, pour le coup, ça donne beaucoup d'humilité, quoi, j'imagine. Oui, mais c'est surtout que la certitude, pour moi en tout cas, elle est venue du fait que j'aimais ça. Point. C'est pas... même dans ce contexte-là, en fait, même dans le contexte en train d'arrêter, à ce moment-là sur scène, le temps qui s'arrête et t'aimes. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Même si, quand j'y vais, franchement, les 2 premières années où je vais jouer, je me revois dans le métro, la boule au ventre, en me disant mais pourquoi je m'impose ça? Mais je suis tarée, mais
quelle horreur. Puis après, je me souviens que j'avais aussi la boule au ventre dans les bureaux. Donc je me dis, bon, en fait, boule au ventre pour boule au ventre, autant que ce soit un truc rigolo. Et vraiment, ce qui est mon étoile, dans tous les moments où je doute, c'est est-ce que j'aime encore faire ça ? Et j'aime faire ça profondément. Voilà, j'aime faire ça, c'est ma place. Je peux pas vous dire autre chose en vrai. C'est-à-dire que. Oui, mais il n'y a pas de mots pour le dire. Vraiment, on le sent. C'est vrai, c'est que. Ouais, c'est pas réfléchi. Si on essaye d'être raisonnable dans une carrière d'artiste, j'imagine qu'il y en a qui le sont, parce que je vois des tas de gens très pragmatiques autour de moi et pour qui ça fonctionne, mais on se prive d'une grosse partie du plaisir de la chose aussi. L'important, c'est de sentir, c'est un ressenti du corps qui dit je suis à ma place. C'est là que je dois être. C'est là que je dois être. Même les soirs où ça marche pas, même les soirs où des fois il y a un tunnel de silence. C'est pas juste, c'est pas cool, c'est pas agréable, c'est pas nourrissant, c'est pas énergisant et tout, mais en même temps, quand les gens sortent, moi je suis toujours à la sortie de mes spectacles pour voir la tête des gens. Et quand les gens sortent, ils disent, c'est génial, j'ai adoré. Dans ma tête, je suis là. Fallait le dire quand vous étiez dedans, la salle, parce que ça aurait aidé. Mais bon, ok. Je sais que je suis à ma place. Puis il y a toujours, c'est drôle d'ailleurs, il y a toujours une ou deux personnes qui viennent en plus avec une confidence un peu forte. L'autre jour, j'ai une personne qui est venue me dire, moi, ça m'a aidé à développer qui j'étais, de vous écouter. Il m'a dit, vous êtes très empouvoirante. J'étais là, oh waouh. Je dis, si j'ai développé une personne, si j'ai aidé à développer une personne sur les 15 dernières années, c'est déjà énorme en fait. Et ce qui m'intéressait, c'est que du coup, c'est quoi ta vision à toi de l'humour ? Parce qu'en fait, l'humour, ça veut tout rien dire, ça va dépendre, entre guillemets, moi je dis toujours, les mots sont des univers, d'accord ? Donc, si on dit humour, en fait, là, les gens, ils ont chacun leur univers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi l'humour pour toi, Olivia ? Ce qui me vient en premier, mais qui est vraiment pas original du tout, c'est l'art du décalage. Ouais. Et la deuxième chose qui me viendrait, c'est que l'humour, c'est un langage. C'est une façon d'emmener les gens dans une dimension parallèle. On vit tous avec des univers intérieurs. Et parfois, on se donne la chance d'aller voyager dans l'univers intérieur de quelqu'un d'autre. Et donc, je trouve que quand on va voir un spectacle d'humour, on vient en voyage dans le village intérieur de quelqu'un d'autre. Et c'est satisfaisant parce que, alors moi je pratique un humour dans lequel les gens se reconnaissent et j'y tiens, et c'est satisfaisant parce qu'en même temps on retrouve des éléments familiers, mais on les voit d'une autre façon. Parce qu'ils sont exprimés, ils sont manifestés d'une autre façon. C'est de l'art de manifester du décalage et l'art de faire voyager les gens ailleurs. Tout en ayant cette proximité avec ce rapport, comme tu dis, ça ressemble aux gens, ça parle aux gens. Oui, absolument. Mais pour moi, l'humour est un langage comme la magie est un langage, par exemple. Et comme d'autres langues sont un langage et créent un autre univers. Si vous parlez d'autres langues, vous réaliserez que vous vous exprimez pas du tout de la même façon. Vous n'avez pas les mêmes intonations, au-delà même des idiomes de la langue en question. C'est que vous allez faire des phrases différemment, penser différemment, etc. Et l'humour, c'est pareil, c'est un langage, vraiment. Ouais, j'aime bien l'idée. Et je sais quand on s'était appelé, c'était important pour toi de dire ce que souvent il y en a qui pourraient dire, on fait de l'humour comme thérapie. Tu m'as dit non, pas du tout. Ah là là, mon Dieu, ça m'énerve tellement. Phrase, voilà, donc, oh là, mon Dieu. Ouais. Pas du tout. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on sort de scène, qui disent c'est bien, c'est comme une thérapie pour vous. Et tu vas me dire non, bien sûr que non. Parce que si j'avais pas fait ma thérapie, je pourrais pas te faire rigoler, en fait. Mais évidemment, c'est que. Non, ça n'est pas thérapeutique. Je suis désolée. Enfin, pardon. Et alors là, mais exprime-toi. Mais oui, parce que en fait, il y a un côté un peu. Comment dire ? C'est gentil de nous dire ça. Enfin, parce que je sens que ça part d'un endroit de bienveillance, de dire oh là là, votre vie a l'air vraiment horrible. Donc c'est bien que vous puissiez au moins en faire des blagues. Ah, tu le vois comme ça, ouais. Enfin, ça pourrait moi comme ça. j'entends ça. Non, mais j'entends, mais j'entends une forme de bienveillance. Donc voilà, c'est pas un procès d'intention que je fais, mais en fait, c'est vraiment négliger à quel point faire de l'humour sur scène est un travail. C'est un travail. C'est pas la mine, mais c'est un travail. Ça requiert vraiment des compétences, ça requiert vraiment de l'expérience, ça requiert plein de trucs. Et évidemment que, alors, si les gens pensent pas que c'est un travail, c'est normal. Ça prouve qu'on fait bien notre boulot, parce que il faut pas que ce travail soit visible. Mais ça demande justement beaucoup de boulot. Avant d'arriver sur scène et faire rire, c'est tout ce qu'il y a derrière. Sans qu'on voit que tout ça est fabriqué. Qu'il y a une mise en scène, en fait. C'est la mise en scène, certes, parfois de notre vraie vie, mais elle est mise en scène de façon à ce qu'elle soit, entendable et marrante. Et ça, c'est un truc, ouais. Et c'est ce que tu expliquais, c'est que c'est l'art du langage, parce que je crois que ce qui est quand même important pour toi, c'est d'extraire, je sais pas si c'est pour beaucoup d'humoristes, j'ai pas eu la chance de dialoguer avec beaucoup d'humoristes, mais
comme tu dis, il y a des sphères de ta vie, des sphères certainement de ce que tu observes. Généralement, c'est l'art d'observer. Je pense qu'il y a un rapport de beaucoup observer pour pouvoir avoir cette capacité de prendre dans le quotidien, d'avoir ce décalage, de pouvoir le narrer de manière décalée pour qu'à la fois ça puisse faire rire, mais que les gens se reconnaissent, non ? Oui, alors pour tout ce qui est de la partie observation, pour moi, le Graal, c'est d'arriver à observer des choses que les gens ont perçues mais pas conscientisées. Et c'est là où ça devient vraiment marrant. Parce que... T'as un exemple ? À la fois... alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas à moi, qui est très caractéristique et dont tout le monde se souvient, c'est quand Gad Elmaleh dit pourquoi quand on fait un créneau en voiture, on baisse le son de la radio. Et c'est vrai. Tout le monde le fait. Et en fait, c'est très logique parce que cérébralement, en fait, on a besoin d'activer une région du cerveau qui est différente et que le truc spatial peut pas s'encombrer d'avoir quelque chose qui vous gueule dans les oreilles. Mais ça, par exemple, ou même les histoires de qu'est-ce que c'est que cette espèce de bol dans l'entrée dans lequel on met toutes les merdes qui servent à rien et qu'on n'arrive pas à jeter. Quand tu disais, je pense, pourquoi les filles, elles ouvrent la bouche quand elles mettent du rouge à lèvres ? Par exemple. Enfin, voilà. Et ce sont des choses que beaucoup de gens perçoivent mais ne conscientisent pas. C'est-à-dire qu'il y a une barrière qui ne passe pas. Et c'est normal parce que les gens ont autre chose à penser que de s'observer en long, large et en travers. Et nous, les artistes, on observe ça. Alors, les humoristes vont en faire des blagues, les peintres vont en faire des représentations visuelles. Enfin, voilà. Mais le métier des artistes, c'est quand même à l'origine, à mon avis, de s'imprégner du monde et d'en donner une traduction, une manifestation différente de ce que les gens ont conscientisé. C'est quoi ton processus d'écrire ? Tu l'as découvert au fur et à mesure dans ta créativité. Ouais. Comment est arrivé ton processus ? Comment tu l'as mené ? Est-ce que justement des choses de la vie d'avant t'ont aidé ou ça a été quelque chose de très libérateur complètement t'as créé quelque chose, tu vois ? Je pense que tant que j'étais un peu enserrée dans les trucs de la vie d'avant, au contraire, ça me bloquait. Parce que la vie économique, on t'enseigne dans le marketing, voilà, parce que tu dois produire des choses, en fait. Mais tu dois produire pour être rentable. Tu dois pas produire... pour faire rire. Pour faire rire. Non, mais tu dois pas produire... En gros, tu dois produire pour satisfaire un besoin. Ce qui est très bien, mais ce qui est pas en fait, ce qui t'éloigne de l'identité d'artiste. De ce que t'as dans les tripes, en fait. Parce que c'est pas le même pourquoi. Oui, et puis ça oblige à... Enfin, ça pose un filtre sur ce que tu produis. Donc, le risque de ça, c'est qu'il y a des gens qui restent là-dedans et qui sont des très bons humoristes, qui sont très efficaces, mais le risque de ça, c'est de ce fait de jamais pouvoir vraiment exprimer au sens faire sortir la pression qui est en toi. Et donc, tu es dans un rapport qui est plus artificiel avec ton public. Mon cauchemar, moi, ça aurait été d'être aimé pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que je préfère avoir moins de succès, moins de popularité, mais partager une forme de réalité, d'authenticité, plutôt que de pondre des choses dont je sais qu'elles vont fonctionner, mais qui me correspondent plus, qui me font pas plaisir à jouer, qui sont pas... moi, je me verrais comme malhonnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des gens en plus. Et de quoi t'aimes parler dans tes spectacles ? De quoi j'aime parler ? C'est quoi ta matière ? Ma matière, c'est les émotions, c'est les ressentis intimes, c'est nos contradictions, et probablement la ligne directrice, c'est la colère que nous impose les injonctions qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tous mes spectacles parlent des injonctions. En réalité, le premier, c'était Mère indigne, c'était l'injonction à être un bon parent et une bonne mère en particulier. Le deuxième, égoïste, c'était sur la séduction et c'était sur l'injonction à être séduisante et à assurer, voilà, et à être et les doubles standards de séduction avec les hommes, et à assurer au lit, à être une bonne amante, et à être machin, enfin bon, voilà. Et puis voilà, je parlais, voilà, et puis des vacheries que tu te prends et tout ça. Et là, dans Oui, je sais, c'est l'injonction à être forte, l'injonction à toujours devoir se relever, l'injonction à justement à avoir cette construction qui fait que on donne une façade aux gens et on ne leur donne que ça parce que nous on se sent en sécurité à l'intérieur de cette façade, mais on se sent aussi très triste et très malheureux, quoi. Et puis en fait, en réalité, on s'en rend bien compte en grandissant en âge. En fait, il y a toujours un moment où elle finit par péter. Donc soit tu acceptes que ça se fissure et puis tu commences à enlever le bazar là et à admettre que tu as des vulnérabilités et à les admettre au grand jour et t'arrêtes de faire semblant que tout va bien. Et tu parles des béquilles dont tu as besoin pour avancer, ou alors en général c'est ton corps qui te rattrape, hein. Mais j'ai tendance que c'est le mot que tu emploies, c'est le mot vulnérabilité que je trouve qui est très mal employé en France, qu'on voit de manière plutôt négative alors que j'en parle souvent, toutes les personnes que j'ai accompagnées en coaching, je leur dis de regarder, alors moi j'ai plus Netflix, mais
il y a le documentaire de Brené Brown, Ode au courage, justement, qui parle de tout ce qui associe plutôt vulnérabilité à courage, et non pas là où nous on veut le mettre. Je trouve que c'est un documentaire. En plus, pour le coup, elle est très drôle. Elle est super Brené Brown. Sur scène. Donc franchement, si vous avez Netflix, regardez-le, vous allez passer un bon moment. Et surtout, comme tu dis, c'est déconstruire ce rapport de vulnérabilité. Oui. Et au lieu de, comme tu dis, de se barricader et de vouloir paraître forte et de ne pas montrer ses failles, parce qu'on est dans une société où on a tellement mis en avant ce que j'appelle le parcours du héros. Tu vois, tu te relèves, mais tu te relèves, en gros, la faille, c'est pour devenir encore plus un héros fort, et pas vulnérable. On oublie presque cette phase-là, parce que elle est un tremplin pour être encore plus fort, etc. Plutôt que de se dire, en fait, je suis juste un être humain, et effectivement, ces émotions, je suis pas là pour les contrôler, les maîtriser. Je suis là pour les accueillir. J'allais dire même les faire vivre, les ressentir et vivre avec. Donc voilà, c'est ça que j'entends. Et je pense que plus on ira là-dedans, plus on fait des rats de toute façon. C'est la conclusion de mon spectacle. Okay, c'est la conclusion. Je le vois ce soir, donc. Voilà. C'est la conclusion que je sais, c'est que si on accueille un peu mieux nos vulnérabilités, on va tous être un tout petit peu moins tendax. Ça va nous faire un bien fou. Et plus en lien les uns avec les autres et pas les uns contre les autres par rapport aux entreprises dans lesquelles on a un peu navigué. Ça, c'est mon Graal. C'est-à-dire que je trouve, à titre personnel, n'est-ce pas, que les rapports de force, les rapports de domination et les rapports de compétition sont des choses qui sont datées. C'est daté, en fait. C'est l'ancien monde. Et ce qui est très intéressant, même en sociologie, en ethnologie, tout ça, on est revenu sur la loi du plus fort est toujours la meilleure, etc. L'être humain s'est développé par la coopération. Et les espèces, qu'elles soient animales, humaines ou non humaines, survivent grâce à la coopération. Si les fourmis ont survécu, c'est pas parce qu'elles se marchaient sur la gueule à longueur de journée. C'est parce qu'elles ont organisé leur coopération. Et que, y compris les individus vulnérables de leur société sont pris en charge. Et c'est, je pense, la façon la plus sage d'envisager l'avenir. Mais après, moi, je suis partie très loin, parce que moi, je suis persuadée qu'un jour, on vivra dans une société sans argent. Moi, je suis persuadée de ça. Je pense que on n'aura plus besoin de. C'est un média, l'argent. Et d'ailleurs, je lutte. C'est ma marotte dans ce moment, parce que de temps en temps, je fais des fixettes. Et ça, c'est ma fixette en ce moment. Ma fixette en ce moment, c'est je comprends pas qu'on n'ait pas encore décrété que l'avidité financière, c'était une pathologie mentale. Parce que je suis désolée, mais on est d'accord que l'argent à l'origine était quand même fait pour échanger, était un moyen. C'était du troc. Alors on est parti du troc, et de troc, on a essayé de mettre un outil entre deux. Exactement. Et d'un coup, il y a des gens qui se sont dit, moi, je vais en avoir le plus possible. Je vais pas l'échanger, je vais en avoir juste le plus possible. Et là, tu dis, mais il y a un souci là-dedans. Quelqu'un qui se mettrait à collectionner des chaises. Tu vois, une chaise, c'est un moyen, c'est fait pour s'asseoir, d'accord ? Si t'as cette chaise pour t'asseoir chez toi, quel est l'intérêt de collectionner les chaises, tu vois, d'accumuler des chaises ? Là, on se dirait, cette personne a un problème mental, faut l'aider. Et eux, là, on se dit pas il faut les aider. On se dit avec pas, l'argent, on les laisse accumuler, on les trouve pas fous. Attends, on les trouve géniaux. On se dit, mon Dieu, ces gens qui accumulent tellement d'argent, c'est des génies. Bah non, c'est pas des génies, ils sont fous alliés en fait. J'aime beaucoup ton paradoxe. Enfin, ils collectionneraient n'importe quoi d'autre que de l'argent. Il y a des trombones. Ouais, enfin, tu vois. Je trouve que les chaises, c'est un bon exemple. Et puis en plus, si tu prends le personnage souvent qui ça nous fait penser à Picsou, tu vois, grosso modo, il fait pas très envie, non. Tu vois, il est aigri. Et pour en avoir croisé pas mal dans ma vie, des millionnaires et des milliardaires, c'est pas les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées, loin de là. Obéir à l'argent est forcément une erreur, mais c'est une pathologie mentale, enfin. Il y a quand même un contresens sur l'existence, on est bien d'accord. Non, il y a que moi qui pense ça. Voilà. Je partage. Donc, voilà. Tu vois, par exemple, une petite aparté, quand on a décidé de s'associer avec Florence pour lancer la saison 2 de La Relève et de se dire, OK, on veut vraiment faire quelque chose qui aide vraiment les gens à penser un peu différemment autour de la santé mentale. La santé mentale, pour moi, c'est la conséquence de tout ce qu'on est en train de raconter. Absolument. En fait, c'est vraiment le problème, c'est que les gars, la santé mentale, si on cherche juste à nous soigner en nous mettant des cachetons sur les symptômes, on va juste pas y arriver. Et on est en train de créer une génération de burn-out ou tout ce qu'on veut, et on est en train de voir les statistiques pour les jeunes. Donc l'idée, c'est comment on ouvre un peu la boîte de tout ça et on pousse un peu dans tout ça. Et je dis à Florence, en disant, OK, elle a travaillé comme moi dans la finance, ailleurs et dans le divertissement. Et on s'est dit, mais les premiers mois, on investit. Tu vois, dans la mentalité de dire, notre métier, on investit, on met de l'argent dedans. Au départ, je gagne même pas d'argent.
Je veux en plus avoir ma créativité, de pas avoir ce pôle-là qui vient, justement, tu parlais tout à coup de ce qui t'enlève cette créativité, le pourquoi que t'as dans les tripes, et de dire à un moment, quand ce sera le bon moment, c'est une ressource, c'est juste ni plus ni moins quelque chose qu'on veut accumuler, c'est une ressource qui va venir en aide en même temps qu'on prend notre temps et notre énergie pour accompagner notre projet. Point barre. Et puis, en discuter. Enfin, moi, j'ai changé de vie parce que en arrivant ici, les besoins sont plus du tout les mêmes. Tu te rends compte que ça sert pas à grand chose. Une fois qu'on a ce qu'il faut pour bien vivre, être en bonne santé, enfin, regarder ce qui est essentiel à vivre. Bah, aujourd'hui, mon argent, au lieu de l'accumuler comme je l'ai fait, parce que je travaille en finance, donc j'ai appris à accumuler de l'argent, à épargner et à placer de l'argent. Tant mieux, ça me permet aujourd'hui de pouvoir réaliser d'autres rêves. Donc on va pas, voilà. Mais aujourd'hui, je préfère plutôt sortir et investir pour me sentir bien, faire ce que j'aime faire, créer de la matière, etc. Parce que je suis persuadée qu'à un moment, argent ou sans argent, c'est une ressource qui s'équilibrera. Par contre, si je le fais juste pour renflouer mon compte en banque, à un moment, le truc marchera pas, le truc prendra pas. Enfin, c'est une intime conviction, pareil. J'ai déconstruit beaucoup de choses. Hein. Tu sais, quand on vient de la finance, il faut déconstruire. Mais je pense comme toi, à un moment, il y aura la limite avec ce rapport à l'argent. Tu te vois une partie de la jeune génération. Bon, il y en a qui sont encore matrixés, parce qu'il y a les parents derrière, etc. Mais il y en a qui sont en train de se dire, attends, moi là, c'est pour me faire chier pour gagner ça, etc. Non. Enfin voilà. Je pense que les choses vont se rééquilibrer, et puis ceux qui détiennent tout ça là-haut, à un moment, où les RH vont commencer un peu à trembler. C'est lent, mais je pense que si même nous, aujourd'hui, on commence à sortir de cette vision-là, en disant, nous, on a été biberonnés à ça. Et déjà, on est en train de faire un pas de côté. Donc, en plus, on est en train de rejoindre ceux qui sont en train de dire, attends, on vous regarde les adultes, vous avez l'air d'avoir déconné, parce que vous n'avez pas l'air hyper bien heureux. Et nous aussi, on fait un pas de côté. J'aime à dire, c'est ce qu'on appelle la loi des 3,5%, la théorie de 3,5% qui dit, si, dans une cause, il y a 3,5% de la population qui est active. Active, c'est pas je like sur Instagram, hein, grosso modo, mais qui est active et pacifiste, parce qu'il n'y a pas de violence, mais qui est suffisamment mobilisée avec des actions concrètes, elle peut changer la trajectoire d'une société. Absolument. Et 3,5%, c'est pas tant, c'est un nombre aussi, mais c'est pas tant. Et donc, c'est de se dire à chaque fois, grosso modo, que vous faites un pas de côté. Dites-vous que est-ce que je commence à rentrer ces 3,5%? Et si à chaque fois j'ose, 3,5%, c'est suffisant pour changer la trajectoire d'une société. Absolument. Ce que je veux revenir, c'est qu'effectivement, donc, tu as tout ce qui est au niveau de l'humour. Tu parles des émotions, mais je crois aussi que tu parles de ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu as découvert il y a 3 ans, ton TDAH. Oui, absolument. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous fasse le sketch maintenant? Oui, voilà, c'était le petit cadeau d'il y a, c'est ça, 3 ans. Comment tu l'apprends d'ailleurs? Alors, grâce à mes spectateurs et spectatrices, merci à vous. Ah ouais? Oui, parce que j'ai, en partie, mais en tout cas, c'est les gens qui regardaient mes vidéos qui m'ont incité à me poser des questions. Parce que j'avais sorti des vidéos sur le fait d'être introverti et une autre sur le fait d'être hypersensible. Et donc, j'ai vraiment plein de gens, mais vraiment plein, c'est-à-dire plus que d'habitude, m'ont écrit en me disant, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas un trouble du spectre autistique? Ah, carrément, là. Ouais, carrément. Mais vraiment beaucoup de gens. Okay. Et donc, j'en parle à ma psychothérapeute en lui disant, qu'est-ce que tu en penses? On me dit ça. Et moi, j'ai pas vraiment de conviction sur le sujet. Et elle me dit, le TSA, c'est possible, mais le TDAH, c'est sûr, faut que tu trouves une psychiatre qui va t'aider à te diagnostiquer. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, j'ai mis un temps fou à trouver quelqu'un. C'est toujours un peu compliqué de trouver des ressources, mais à ce sujet, je vous recommande l'association Hyper Super TDAH, qui est très très bien. Beaucoup de ressources et ils vous guideront sur ce chemin-là si besoin. Et ils font beaucoup de formations et tout ça, et c'est beaucoup de psychoéducation, ils sont très très bien. Merci, parce que d'affilée, t'es quasiment la 3e invitée qui en parle avec un TDAH. Voilà, oui. Donc, je ne fais pas de recrutement. Voilà. Oui, mais on se reconnaît entre nous aussi. Exactement, c'est ce qu'on se dit. Mais hyper intéressant que tu parles de cette association. Oui, ils sont très 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 bien. Ouais. Voilà. Maintenant, moi, ça y est, je suis invitée dans des colloques pour témoigner sur mon TDAH et comment je le vis. Mais donc, c'est grâce aux gens qui regardaient mes vidéos. Et du coup, donc, tu trouves ce psychiatre qui te fait les tests, etc. Il y a le diagnostic qui tombe. Comment tu le vis? L'annonce, il se passe quoi? Et je crois que je suis toujours en train de digérer le truc. Hein. Ouais. Pourquoi digérer? Parce que comment dire? Parce que moi, je me suis quand même construite entièrement sur un modèle d'efficacité, quoi, et d'être utile et d'être fiable, solide, avec une forme d'infaillibilité. En tout cas, c'est ça que j'ai toujours vendu, donc aux gens autour de moi.
avec quelque chose d'assez rigoureux, solide en fait. Je pense que ce que j'ai vendu aux gens, c'est de la solidité. Et c'est ce que je me suis un petit peu vendu à moi-même aussi, en me disant si j'ai une merde, je m'en sortirai toujours. Donc c'était pas facile, et ça l'est toujours pas, de réaliser que je suis friable. Qu'il y a des endroits de moi qui sont friables. C'est-à-dire que... Tu le vis comme ça avec le TDAH ? Ouais. Et il faut que j'arrive à me dire que c'est bien comme ça. C'est ça qui est dur. Mais en quoi pour toi le TDAH c'est quelque chose qui te rend friable justement ? Parce que voilà. Versus la solidité. Je viens d'écrire toute ma newsletter et j'ai fait le récap de toutes les conneries que j'ai fait ce mois-ci. Enfin, c'est difficile de pas se détester quand 3 trajets en métro d'affilée, tu loupes ta station. Ta fucking station. Alors que tu sais, tu te dis, allez, c'est dans 2 stations. Tu jettes un œil sur ton téléphone ou même tu te mets à penser à un truc et pouf, tu l'as raté. Non mais, tu le fais 1 fois. Ouais, je suis un peu fatiguée. 2 fois. 3 fois, s'il te plaît. Vraiment ? Et il n'y a pas que ça. J'ai fait des qu'est-ce que je fous là 5 ou 6 fois ce mois-ci. Des qu'est-ce que je fous là, c'est prendre le chemin opposé à celui que tu devais prendre, mais tu t'en rends pas compte. Voilà. Donc, voilà, à un moment, tu te réveilles, tu fais qu'est-ce que je fous là, moi ? Voilà. Donc j'ai passé le mois à faire des qu'est-ce que je fous là. J'ai oublié des tonnes de trucs. Enfin, c'est-à-dire que t'es jamais. En fait, mon vécu du TDAH, mes symptômes à moi, c'est que je ne suis jamais certaine que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Parfois, je suis certaine que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et en fait, non. Ça m'arrive régulièrement de partir en tournée en oubliant une partie de mon costume, ma trousse de maquillage, etc. Alors que je sais que je dois les prendre. Il y a une checklist. Là, je pensais que je l'avais oublié. Je ne l'ai pas oublié. Je me suis félicitée. J'étais sûre que je l'avais oublié parce que ma grande spécialité, c'est de me dire, faut que je prenne la trousse de maquillage. La checklist, hein. Je la prends, je la pose sur la table de la salle à manger. À côté du sac pour penser à la prendre et tout. Mais en fait, on vit ça s'appelle des hallucinations négatives aussi quand on a un TDAH. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau ne voit plus le truc. Ce qui fait que je vais prendre mon sac de voyage et pas prendre la trousse de maquillage qui va à côté. Et m'en rendre compte une fois que je suis dans le TGV. Et ça, moi, c'est mon quotidien, vraiment. Pour ça, les gens qui disent « Oh non, mais tout le monde a un petit peu un TDAH, tout le monde est un peu distrait. » Je fais « Ah non, c'est pas tout le monde est un peu distrait, en fait. » Et en plus, ça ne s'arrange pas en grandissant en âge. Donc je dois, et c'est une leçon de vie, hein, ça, voilà, retour de karma ou je sais pas quoi, hein, quelqu'un qui était très dans la maîtrise, je dois accepter et même essayer de voir positivement le fait que je suis friable. C'est-à-dire que des fois, je peux pas compter sur moi. Ouais, c'est plutôt ça. Toi, tu vois le fait que ces oublis-là, tu le vois, hein, quand tu dis friable, j'entends presque pas fiable, j'entends presque ça. C'est vrai. Il y a une partie de moi qui est pas fiable et c'est hors de mon contrôle. Donc, c'est dur. Franchement, moi, je trouve ça dur. Mais voilà, j'éprouve pas... Comment dire ? Je le déplore pour moi et je sais que j'ai du mal, moi, à l'accepter. Après, en vrai, il y a des millions de personnes qui vivent des handicaps beaucoup plus emmerdants, beaucoup plus visibles, beaucoup plus tout. Donc, chacun a une douleur ou une souffrance à sa mesure. C'est-à-dire que moi, c'est la douleur que je vis. Je vis la douleur de quelqu'un qui a été jusqu'à présent suffisamment privilégiée pour pas trop douter d'elle-même et qui, là, est sans arrêt en train de se dire « tiens, on a encore fait une connerie. » Mais si je peux... vas-y. Quand t'es dans quand je dirais l'ancien monde, tu vois, l'ancien monde, on disait les 3 mots cadre, conforme et sécurisant, il était déjà là ton TDAH. Oui. Mais le cadre, qu'est-ce qui fait que... Parce qu'en fait, quand tu me dis ça, alors là, je pose une question, mais vraiment, j'ai une image qui me vient, c'est un peu comme... Des fois, il y a des femmes enceintes qui le savent un peu plus tard, puis d'un coup, une fois qu'elles le savent, pouf, le ventre apparaît. Tu vois l'analogie. Et là, ça me fait penser à ça. Là, non. Parce que quand tu parles d'avant... Non, c'est pas parce que je sais que j'ai un TDAH que je me trouve plus friable qu'avant. Ouais. Non, c'est juste qu'avant, j'étais plus jeune et j'avais plus d'énergie pour compenser. Ok, voilà. Là, donc, voilà, tout simplement. C'est ça où tu dis aussi, quand on vieillit aussi, ça... Ouais. Ça, on a moins l'énergie de compenser. Tu dis compenser, est-ce qu'il n'y a pas ce rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, enfin, suradapter? Oui, c'est pareil pour moi. Ouais, voilà, ok. C'est suradapter, compenser, oui, bien sûr. C'est mais c'est pour ça que ça amène au burn-out, c'est la suradaptation qui emmène tout droit vers le burn-out. C'est ça qui a été vertigineux. Quand je l'ai appris, me dire, d'accord, en fait, je ne pouvais pas bosser dans les bureaux, pas parce que j'étais idiote, pas politique, pas machin, mais aussi beaucoup parce que j'avais un TDAH en fait. Ouais, le fonctionnement. Et que c'est pas du tout le mode de fonctionnement. Et que si je l'avais su et que j'avais été suffisamment psycho-éduquée, j'aurais pu, là pour le coup, adapter, mais adapter en conscience. En fait, la différence... Non, du coup, là, t'imitais Jean-Paul. Oui, j'imitais Jean-Paul, mais j'étais pas consciente de pourquoi j'imitais Jean-Paul. C'était... moi, mon Graal dans la vie, c'est d'être consciente.
C'est plus tant de maîtriser que au moins d'être consciente de ce qui se passe et d'essayer d'avoir un petit peu de bienveillance vis-à-vis de moi-même, qui est pas du tout une création de moi. C'est dans le bouquin de Tara Brach, qui est l'acceptation radicale, qui est vraiment ma Bible. Voilà, c'est devenu ma Bible. Je l'ai découvert l'année dernière, mais alors vraiment, bouquin de 2004. Voilà. Tara Brach, l'acceptation radicale. Intéressant. Et donc du coup, donc tu l'apprends. Tout d'un coup, tu te dis bon, finalement, moi qui me suis basée sur le fait d'être solide, c'est le mot que je dis, solide, avec j'entends presque le mot fiable derrière, un rapport de solidité et de fiabilité. Tu peux t'appuyer sur moi, je suis un roc. Là, tout d'un coup, mon TDAH qui était déjà là, mais finalement, avec le temps, où je vois que il prend de plus en plus de place, les symptômes sont de plus en plus aigus, me fait douter de ça, me fait douter de moi. De ma solidité, oui, absolument. Est-ce que tu aurais des trucs pour amoindrir ça ou amoindrir quoi? Cette sensation, ou parce que quelque part... Que ma solidité est entamée? Ouais. Non, parce que globalement, ce que tu vis... Non, j'apprends à accepter. J'apprends à l'accepter. Juste l'acceptation. Comme pour les émotions. Ouais, j'apprends à l'accepter parce qu'en réalité, il n'y a rien que je puisse faire pour réellement changer ça. Donc, non, je crois que mon Graal, c'est plutôt d'apprendre à l'accepter et de l'accepter avec bienveillance ou même avec mauvaise humeur parfois, en disant j'en peux plus de moi, je me fatigue, j'en ai rien. Ça, je me fatigue. Oui, je me fatigue, mais voilà, en fait, j'apprends à switcher vite. Un peu, la scène pour ça est très apprenante, c'est qu'en fait, quand on fait une blague et qu'elle prend pas, on peut pas passer 10 minutes à essayer de comprendre pourquoi elle a pas marché, il faut passer à la suivante. Bon, le TDAH, c'est un peu pareil, c'est des blagues, c'est les vannes que mon cerveau me fait, et des fois elles sont marrantes et des fois elles le sont pas, et il faut de toute façon que je passe à la suivante. T'as mis en place des choses pour justement essayer de parer, ou justement t'as lâché prise et puis advienne que pourra? Non, j'ai pas lâché prise parce que je dois fonctionner dans un monde et dans une économie qui me demande une forme de fiabilité et même de prévisibilité. C'est une autre de mes marottes en ce moment, décidément. Je pense que avec le TDAH, le capitalisme a généré ses propres anticorps. C'est-à-dire que vraiment... Le capitalisme, pour moi, qu'on apprécie ou pas ce système économique, c'est pas un jugement de valeur, mais le capitalisme se nourrit de la fiabilité, de la prévisibilité. Vraiment, s'il y a deux choses, c'est ça. Et c'est littéralement ce que les gens neurodivergents, et en particulier les gens TDAH, n'ont pas, ne font pas, ne peuvent pas faire. C'est un système dans lequel ils peuvent pas s'épanouir. Et comme on se reconnaît, on se reproduit entre nous, et qu'en plus on le transmet à nos enfants, c'est-à-dire que moi, j'en ai fabriqué 3 des comme moi. C'est-à-dire qu'il va y en avoir de plus en plus des neurodivergents. Donc c'est évident que la société, elle va changer et que ce système-là correspond à de moins en moins de gens. C'est statistique. On va pas buter tous les TDAH, ça va pas être possible. Ou neurodivergents, parce que tu vois tous les neurodivergents, du HPI, que ce soit les HPI, le TSA, les 10, etc. Oui, puis moi j'ai des trucs de 10 aussi. Enfin bon, bref. La réalité, en fait, c'est que le grand remplacement arrive et c'est celui des neurodivergents. Mais c'est évident, en fait. C'est évident. Tu sais que sur le burn-out, on a un médecin spécialiste qui va arriver dans quelques semaines, qui est vraiment spécialisé en burn-out et qui, justement, s'est spécialisé en neuroatypie. Ce qu'il a vu dans son cabinet, c'est qu'il ne fait que ça. Les personnes de neurodivergents, de neuroatypie, sont surreprésentées. Bien sûr. Parce qu'effectivement, moi, je disais toujours, moi, j'ai découvert mes neuroatypies, mon HPI, ma dyslexie. Moi, par exemple, je dis souvent, c'est que mes parents, comme je surcompensais, j'étais très bonne partout. Ils se sont dit, bon, là, 0 en dictée, ça doit être cette petite carence, tu vois. Ouais. Ils se sont pas dit, il y a vraiment un truc, etc. Je disais très lentement, enfin, ma droite, ma gauche, même aujourd'hui. Enfin, mais moi, j'ai toujours pas la droite et la gauche, les gars. Mais tu me dis, prends à droite, je vais faire ça. Parce que je sais que la droite, c'est la main où j'écris, donc je sais que la main droite, c'est celle-là. Mais je retiens pas du tout quelle est la main droite et quelle est la main gauche. Ouais, voilà. Mais j'ai su tout ça sur le tard. Donc, effectivement, avec la pression de l'orthographe, quand on est en entreprise, où moi, j'inverse tout, les syllabes, les verbes, etc. Donc on se suradapte, et ce que j'appelle la maladie de la suradaptation. Et donc effectivement, on a une manière de voir le monde. Moi, j'ai tendance à dire, on a une manière de voir le monde, de la ressentir. Et effectivement, on se fait qu'on est obligé de s'adapter parce qu'on n'est pas adapté au fonctionnement. Ah non, mais c'est pas foutu pour nous. Enfin, non, j'ai quand même on peut créer autre chose. Exactement. Pour le coup, mais on est obligé de. Tu vois, je l'associer pareil, elle a de la neuroatypie, bipolarité, etc. On sait très bien qu'aujourd'hui, surtout encore plus maintenant qu'on le sait, tu vois ce que je veux dire, et qu'on l'accepte et qu'on le vit et que c'est dans nos tripes, je n'aurais plus du tout envie de me réadapter pour entrer dans un métro boulot d'auto, dans une boîte comme ça. Je pense que je soulève les bureaux. Mais entendons-nous bien, je considère pas que je suis malade, moi. Ah, mais moi non plus. Moi, je considère que c'est le système tel qu'il est qui a un problème. Et qui rend les gens malades. Et qui, par ailleurs, rend les gens malades. Donc moi, je considère vraiment que je suis l'anticorps du bordel. Ouais, donc vraiment, j'estime pas que je suis... Oui, je me sens décalée. Oui, pour l'ego, c'est pas agréable. Mais sur une
vision Mais plus j'aime beaucoup globale ton idée des choses, d'anticorps. moi, je considère que je fais partie des anticorps d'un système qui est défaillant. Je sais très bien que si je vivais pas dans ce fonctionnement-là, dans ce système-là, et encore en étant artiste, j'ai un tout petit pied en dehors, j'ai un doigt de pied un peu en dehors, parce qu'on ne m'oblige pas à me lever le matin. En fait, en gros, c'est ça ma marge. Mais je considère que c'est pas moi qui ai un problème, en réalité. Non, mais je partage. Et j'aime beaucoup ton idée des anticorps. Mais je trouve que les neurodivergents, on est les anticorps d'un système qui ne fonctionne si plus. Si tu m'entends le dire, je te copyrighterai, mais je la reprendrai parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'idée d'être l'anticorps. Ce qu'on essaye de faire dans la relève, c'est vraiment d'éveiller à se dire, là, dans le monde dans lequel on est, il rend des gens malades. Donc, il y a un moment, regardez un peu plus loin, voyez bien que ce qu'on est en train de faire. Mais surtout, maintenant, petit à petit, tout le monde a un ça tombe vraiment comme des dominos. Donc, évidemment. Et maintenant, c'est carrément, on a rendu la génération qui nous suit malade. C'est pas rien, quoi. Non, mais donc évidemment que ce système-là, à un moment, va être amené à se transformer, bon gré ou mal gré. Mais c'est pour ça, et cette histoire de rapport à l'argent, c'est très fondamental là-dedans. Et comment tu le gères justement, le TDAH? Parce que tu l'as dit, on se reproduit, et j'ai produit 3 TDAH. Du coup, toi, tu l'as su tard, tu l'as détecté du coup chez tes enfants, donc ils le sauront moins tard. Est-ce que tu as dû adapter des choses justement pour les aider à mieux fonctionner dans ce monde justement qui est malade? Je m'éduque beaucoup sur le sujet et je les aide à créer des ponts entre qui ils sont et le monde dans lequel ils vivent. Tout en leur disant, sur tout ce qui est métier plus tard, moi j'ai grandi dans un monde qui n'existe déjà plus et le métier que vous ferez, il existe peut-être pas encore. Donc je peux pas vous dire quoi faire. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous apprendre à avoir du recul sur vous-même, à vous connaître très bien, conscience et bienveillance en fait, c'est vraiment les 2 trucs que j'essaie de leur apprendre. Donc moi, ils font partie de ces enfants que j'ai tannés depuis le berceau à qu'est-ce que tu ressens mon chéri? Qu'est-ce que plutôt joie, plutôt colère, tempête d'émotion ou pas? Alors pas tempête d'émotion, pour moi ça aurait été beaucoup trop ésotérique, mais tu vois voilà. Non. Et puis il y avait pas quand j'ai commencé quand j'ai dégainé mes enfants, moi il y avait pas, mais oui, je suis très je les fais beaucoup revenir là-dessus. Voilà, et donc maintenant ils trouvent ça emmerdant, mais j'ai l'impression que ça leur est utile quand même. Petite séquence, un petit aparté, on va arriver sur la fin, mais je change les lumières. Oh waouh, wow, on passe en bleu. C'est très impressionnant. Moi j'adore les mots, parce que justement, je te disais tout à l'heure, les mots ouvrent des univers. Ce que je vais te demander, si t'es d'accord pour jouer le jeu, je vais te lister quelques mots, des choses qu'on a vues ensemble tout le long, et de manière spontanée, sans réfléchir. C'est là où c'est compliqué pour la majorité des gens. Quand je vais te dire le mot, quelles sont les 3 associations de mots? Donc c'est ce que j'appelle les mots qui piquent. Mais dans les mots qui piquent, mais... Okay. Un exercice de psychanalyste, quoi, là. Ouais, littéralement. C'est quoi les 3 associations d'idées, mais sans réfléchir, tu me donnes un mot, je dois te donner 3 mots. Ouais, 3 mots, ou éventuellement ou même des phrases, ou des mots. Des mots ou une image. Tu vois, par exemple, quand je disais, par exemple, artiste, tu vas me dire punk à chien. Tu vois, grosso modo... les 3 associations que tu fais, t'as le droit à un joker quand il y en a vraiment t'arrives pas ou ça bug, parce que ça on peut bugger. L'idée c'est justement on lâche et voir ce qu'il fait, et après je tirais un peu le fil pour sortir un peu du contexte et parler un peu de cette société dans laquelle on est. Si je te dis humour. Joie, relation, humour, je vois une salle qui rigole, moi. Ok. TDAH. TDAH, je vois ce que j'ai mis dans mon spectacle. Je vois Olaf dans La Reine des Neiges. Ok. 2 autres mots? TDAH, inattention et imagination. Ok. Charge mentale. Poids, fatigue, méchant, pas bien, horrible. Capitalisme du rire. Ouais. Industrie. Industrie, process... rentabilité, je le vis comme un artisanat, donc et c'est un choix. Je veux le vivre comme un artisanat. Mère parfaite. Ouais. Si t'as une image ou un personnage même qui vienne. C'est Maman Cyrillus, quoi. C'est Brivante de Camp. Je rêvais d'être ça, moi. Tu rêvais d'être ça? Ah oui, bien sûr. On en parle après. Burn-out, justement. Lâcher prise et douleur et lâcher prise. Audience. Ou public. Je te rappelle public, tiens. Allez, public. Orchestre. Ok. Et légitimité. Légitimité ou illégitimité? Légitimité. Légitimité. Illusion. Tu rêvais d'être Brie Van Der Kamp? Parce que je l'ai pas vu arriver celui-là. Eh oui, oulala, mais tu sais, il y a des couches, hein, tu sais, on peut...
Oui, je rêvais d'être une maman Cyrillus, moi, bien sûr. Ouais. Pas quand j'étais petite, je rêvais d'être... Non, mais... T'as une phase de ta vie où ça a été un... Ouais, en étant mère, je voulais être une mère parfaitement alignée, avec des gamins propres, avec une maison toujours impeccablement rangée, très jolie, et que tout roule, quoi. Ça venait d'où, ça, pour toi ? Je crois que c'est le perfectionnisme inhérent au TDAH, tout simplement. C'est qu'en fait, probablement inspiré par plein de choses et par plein de modèles, et puis par un désir de donner à mes enfants la sécurité intérieure que moi, j'ai pas ressentie aussi. À travers ça ? À travers ça, ouais. À travers, justement, un truc très fiable, très établi, tout très est contrôlant, propre. presque. Parce que oui, très contrôlé, très machin. Presque asphyxié. Alors que je suis pas foutue de faire ça, moi. Bah non, parce qu'en fait, être un parent TDAH, c'est quand même devoir imposer à des enfants TDAH une discipline que tu ne peux pas t'imposer toi-même. Donc vraiment, ça n'a aucun sens, en fait. Et comment ça se passe, justement ? Ça se passe pas ? Ça se passe pas, non, c'est vrai, c'est le bordel. Ah oui, non, mais c'est le bordel. Enfin, pardon, mais je me souviens encore du jour où j'avais les enfants, enfin, genre une dans la poussette et 2 pour aller à l'école primaire, et que mon fils, au milieu du chemin, me dit « On n'a pas pris mon cartable !» Je me souviens, je me revois. Cette scène est d'un comique. Il n'y avait pas de caméra dans la ville où je vivais, c'est dommage. Hein. Sinon, je ferais partie du bêtisier de cette ville. Je me suis arrêtée, j'ai calé la poussette et je me suis mise à sauter sur moi-même, comme ça. On aurait dit, tu sais, pas Avril. Non, tu sais, là, dans les Dalton, là, le plus petit. Ah oui, Avril. Joe Dalton. Ouais, Joe Dalton. On aurait dit Joe Dalton dans Lucky Luke. J'étais comme ça, je sautais en... Putain, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre. Vraiment, c'était... Ouais. Donc non, ça s'est pas fait. Enfin, voilà, ouais, c'est peut-être justement le fantasme de créer l'opposé pour essayer de trouver un peu de structure et d'équilibre. Mais c'est surtout, en fait, j'ai subi. Tant que je ne savais pas que j'avais un TDAH, je le subissais. Maintenant que je sais que c'est ça, j'aurais pas eu la même réaction. J'aurais fait... déjà, je me serais mieux préparée. Enfin, voilà. J'aurais fait en sorte de pas oublier ce foutu cartable. Et en plus, je me serais pardonné plus vite. Ouais, je me serais pas flagellée en disant « T'es vraiment nulle, t'es une merde, tu sais pas faire, t'es une mauvaise mère. Comment tu peux oublier le cartable de ton enfant ?» Ouais, on revient au fameux pardon de tout à l'heure, quoi. Oui, il y a ça. Enfin, plus l'acceptation. Ouais. En fait, plus l'acceptation de ça. Ouais, donc plus de douceur. Enfin, il y a un rapport de, comme tu dis, tu parles de bienveillance. C'est presque du pragmatisme, hein, chez moi. C'est de dire, en fait, c'est comme ça. Donc, faut arrêter de t'énerver avec ça. Voilà. Mais voilà, c'est là aussi qu'on revient sur. Il y a encore du chemin pour accepter cette friabilité. Pour l'instant, c'est encore trop dur pour moi de l'accepter complètement. Merci pour ce jeu avec les mots, ça ouvre les esprits et de voir. Mais justement, ça faisait la transition sur le capitalisme du rire. On en a un peu parlé. Et la santé mentale des artistes, grosso modo. Qu'on pourrait tirer dans la Creator Academy ou dans plein de sujets aujourd'hui. Hein. T'as dit effectivement, moi, parce qu'il y avait le mot capitalisme, tu parles effectivement de rentabilité, efficacité, industrie, voilà, où tu te dis non, moi je veux rester artisanal quelque part, cette notion où justement je fais un pas de côté dans cet univers. Je sais quand on en avait discuté, t'expliquais que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un univers derrière le stand-up, le truc pas toujours justement bien cadré, on a l'impression très accessible, un peu underground, que c'est quelque chose un peu spontané. Spontané, etc. T'as l'air de dire qu'effectivement, c'est quelque chose. Puis le rire, c'est démocratisé de par les réseaux sociaux, de par l'accès à Netflix, les spectacles, etc. Et effectivement, l'industrie, là où il y a de la rentabilité, là où on peut se faire du pognon, le capitalisme rentre. Et donc là où on croit qu'il y a de la spontanéité ou quelque chose qui est encore, peut-être comme tu dis, artisanal, finalement. Après, ça dépend vraiment des artistes, des individus et des personnalités. En humour, ça fait partie des choses que j'aime, c'est que j'ai l'impression qu'au-delà des blagues qu'on fait, les gens viennent rencontrer quelqu'un. Donc il y a quand même un rapport individuel. Après, ce rapport, il est plus ou moins honnête, il est plus ou moins authentique. Et puis il est plus ou moins qualitatif aussi. Donc en fait, la vraie différence entre des gens qui feraient de l'artisanat et des gens qui sont dans un mode plus industriel, c'est ça, c'est l'authenticité de la relation. Attention, c'est pas là une critique déguisée des gens qui ont du succès et qui font des zéniths. Hein. Il y a des gens qui font des zéniths et qui sont très authentiques et très honnêtes avec leur public. Donc, de salle, c'est pas ça le point. Ouais. Mais si je dois donner un exemple, par exemple, il y a des tendances dans l'humour. En ce moment, la tendance, c'est les interactions entre le public et l'artiste sur scène. Et c'est une tendance mondiale. C'est-à-dire que même les humoristes américains le subissent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour prouver que t'es drôle, il faut prouver que tu es capable de faire des interactions, ce qui s'appelle le crowd work en anglais. Il faut
trouvais que tu es capable de faire des interactions avec le public. Et faire rire avec, j'imagine. Évidemment. Et ça fait que ça crée une forme de lien qui est dans le... Ça donne le quart d'heure de gloire aux gens qui se font vanner dans le public, et en même temps, ça montre un rapport de supériorité de l'humoriste par rapport aux gens qui sont dans la salle. Mais c'est normal, en fait, parce que le cadre, il est fait pour ça. C'est-à-dire que, en général, on gagne à la fin. Enfin... Oui, l'humour, donc, oui. Voilà. Donc c'est là, déjà, il y a une petite arnaque sur ce truc-là, parce que il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent « Ah, machin, il est hyper drôle, putain, qu'est-ce qu'il est fort, là, il cadre les gens et tout. » Et là, bah oui, mais en fait, sa position, c'est lui qui a le micro, en fait. Donc c'est beaucoup plus facile. Et puis, toi, ton métier, c'est de t'exprimer devant les autres. Tu vas faire t'exprimer des gens du public dont ça n'est pas le métier. Évidemment qu'ils vont dire des conneries. Et que vraiment, ça ne requiert pas une compétence démentielle de faire ça. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins bons en répartie. Il y a des gens qui sont très très forts en répartie. Ceux-là sont vraiment exceptionnels. Mais les 9/10 des humoristes qui mettent des extraits de ça en ligne sont pas des génies de la répartie. Parce que ça tient très peu. Mais est-ce que c'est la différence entre répartie et humour en plus de ça? La répartie, pour moi, fait partie de l'humour. Oui. Mais par exemple, on dit « Ah là là, il est super, il improvise vachement bien ». Non, l'improvisation, c'est encore autre chose. Et les gens qui font vraiment de l'improvisation, c'est-à-dire qui génèrent des situations, qui créent tout un univers à partir d'un mot, c'est encore un autre métier. Et il y a l'improvisation humoristique comme de l'improvisation de autre chose. Comme il y a de l'improvisation musicale, comme il y a de l'improvisation dramatique, il y a plein de trucs. Donc là, par exemple, ça, c'est une tendance qui est devenue industrielle. Alors à laquelle moi, j'ai pas envie de me plier. Parce que, même si j'adore... En plus, j'adore, moi, avoir des échanges avec les gens dans la salle. Vraiment, je trouve que c'est des moments qui sont très nourrissants pour moi. Mais... Puis on pourrait dire que ça crée le lien, on pourrait imaginer ça. Oui, mais si c'est fait avec authenticité, pas avec, comme tu dis... Parce que j'imagine, quand tu dis ça, il y a un rapport de... ça marche, c'est tendance, je vais le produire. Il y a une mécanique. Une mécanique. Puis en vrai... Quelqu'un peut être très bon en répartie, mais c'est quand même souvent les mêmes réparties qui sortent. Si vous allez voir la même personne 2 ou 3 soirs d'affilée, elle a des réflexes de répartie et c'est normal. En fait, ça se travaille, ça fait partie du métier. Mais moi, je veux pas le faire, je veux pas publier trop d'improvisation. Je l'ai fait un peu à une époque, mais il y a longtemps. Mais parce que je veux pas que les gens soient déçus en arrivant au spectacle et se disent « Ah, mais elle parle pas avec nous !» Bah non, j'ai écrit un texte. Parce que je vais vous raconter des trucs. Et la réalité, c'est un humoriste américain qui est très fort, qui s'appelle Mike Birbiglia, qui disait ça. Il disait, mais c'est quand même ahurissant cette histoire, parce que le crowd work, c'est ce qu'on fait quand les vannes, elles marchent pas. C'est plus dur d'écrire un spectacle que de faire du crowd work, évidemment. Moi, je peux passer 1 heure sur scène à discuter avec les gens, ça va être très rigolo. Et on va bien rigoler, il va y avoir des fous rires et tout. Mais en fait, ça dépend le style de rire que tu veux donner aux gens. C'est vraiment... quand j'ai démarré, je voyais un peu ça... Je trouvais qu'on pouvait classer les humoristes du McDo aux 5 étoiles. Ah ouais? En gastronomie, quoi. Et c'était quoi les critères, justement? Parce qu'il y a du prêt à rigoler. Ouais. Genre... du prêt à rigoler. Voilà, la répartie comme ça, c'est du prêt à rigoler. Et c'est très bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je veux dire, c'est un modèle qui fonctionne. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, moi. Voilà, il y a le prêt à rigoler, et puis il y a les choses de plus en plus élaborées, pas forcément plus intellectuelles, mais qui demandent plus d'élaboration... dans le travail, oui. Et justement, je sais quand on avait échangé, en quoi, parce que on le voit, il y a un vrai business autour de l'humour. Enfin, aujourd'hui, ça rapporte de l'argent. C'est un vrai business. Là, je vais te demander à faire appel à ce que tu as vu, à ton expérience, à ce que tu as envie de dire. En quoi, ce que j'appelle le capitalisme de l'humour aujourd'hui, tu vois que ça crée en parallèle une problématique de santé mentale dans l'univers? Alors, chez les humoristes, tout simplement parce qu'il y a un rythme qui est intenable. Qu'est-ce que tu entends par rythme intenable? Rythme intenable, ça veut dire, par exemple, si vous êtes embauché pour faire des chroniques tous les jours... dans les radios, faut avoir des co-auteurs, les amoureux. Et même en ayant des co-auteurs, c'est un rythme épuisant. Il y a des tueurs de la chronique, des Philippe Cavrivière, des Mathieu Noël, des gens comme ça qui sont exceptionnels, voilà, des Arnaud Demange, qui sont des machines. Ces mecs sont des machines. Mais même ces mecs étant des machines, ils ont 2, 3, 4, 5 co-auteurs ou co-autrices qui fournissent, et même si ces gens-là fournissent des vannes, enfin c'est quand même celui ou celle qui va faire la chronique qui va devoir quand même la structurer, l'enquiller, etc., et prendre le risque de se planter aussi, et c'est un rythme hyper intense. Mais il y a ça, il y a quand ça commence à marcher, je vois des gens très jeunes qui commencent à remplir des salles, et c'est vite exponentiel en fait. Avec les réseaux sociaux, j'imagine, maintenant ils sont repérés comme pour la musique. Oui, exactement, et ça peut aller extrêmement vite. Et il y a des gens qu'on épuise parce que, et de ce fait, l'industrie du milieu se dit « Oula, il y a un moment sur celui-ci, allez hop !» Et on le fait grimper de salle en salle, mais très très vite, à un rythme très rapide,
Ça veut dire que la personne va passer d'une salle de 20 personnes à une salle de 2000 personnes. C'est-à-dire que pouf, allez, vas-y, on se la fait cette tournée des Zéniths en 1 an ou 2 ans d'expérience en humour. Ouais. Et la pression de ce qu'il y a ça derrière, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu, j'imagine. Déjà, il y a la pression. Non, puis surtout, enfin, c'est con, mais c'est une énergie physique qui n'a rien à voir. Moi, j'ai des souvenirs de première partie en Zénith pour d'autres artistes où j'ai joué 20 minutes. Je suis sortie de là, et pourtant, moi, j'en ai de la patate. Hein. Je suis sortie de là en nage en me disant, ah oui, c'est pas le même métier, en fait. Et c'est vrai. Et c'est pas la même énergie, et on n'est pas nourri pareil. Je sais pas comment le vivent les artistes qui font des Zéniths régulièrement, et si eux se sentent nourris de ce type de contact avec le public. Mais de ce que j'ai senti, moi, j'ai pas du tout senti la même relation que dans une salle, même une salle de 800 à 1000 personnes, qui est des salles dans lesquelles j'ai pu jouer. Et là, c'était génial. Vraiment, j'ai adoré. Mais je crois que même si j'en avais la possibilité, je ne ferais pas au-dessus. Une tournée de Zénith, c'est vraiment, pour moi, ce serait un cauchemar. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut vite faire le buzz. Et on peut vite être repéré. Et l'industrie voit, entre guillemets, la poule d'or, l'intérêt. Et ces jeunes qui ne sont pas forcément entourés, mais qui en plus, s'ils sont là, doivent rêver un peu de tout ce que ça peut apporter. C'est grisant. Essorer. Et alors, pour le coup, ça me fait penser à quelque chose que... Mais des burn-out chez les humoristes, il y en a des pas. Ouais, j'en entends beaucoup aussi, dans la Creator Academy. Et donc, j'ai regardé une série ce week-end qui s'appelle... c'est ce qu'on appelle culte. Il y avait le premier qui était avec... Tout à fait. Sur la télé-réalité. Ouais, sur le Loft. Et là, ils viennent de sortir celui sur les To Be Free. Donc, je l'ai regardé ce week-end parce que ça se fait très... Et ça me fait exactement penser à ça. Où à un moment, il y a le producteur qui dit... Non, en gros, tu leur fais faire la tournée, tu me les essores. Je crois que c'est le mot qu'il dit. Hein, et puis après, tu me les jettes. Et ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ce milieu-là, aujourd'hui, là où c'était peut-être un peu plus... le mot confidentiel est pas exactement le mot, mais voilà, plus artisanal pour l'humour. Plus humain, un plus petit milieu. Là, aujourd'hui, avec tout ce qui peut se développer très vite avec les audiences et les réseaux sociaux, fait que finalement, ce qu'on retrouvait dans la musique il y a quelques années, on le retrouve aujourd'hui chez des jeunes qui se fait chez les humoristes. Ouais. Et les jeunes et les moins jeunes. Enfin, oui, il y a... Après, justement, là, j'étais à une soirée qui fêtait les 20 ans de carrière de Yacine Bellous, qui est un de nos piliers du métier. Et il y avait un humoriste qui était là, qui est dans le métier depuis 5-6 ans, et il nous a dit qu'il arrêtait. Et il nous a dit... Il vous a dit pourquoi ? Oui, il nous a dit pourquoi. Il nous a dit, en fait, j'ai été alcoolique pendant longtemps. Et là, il nous a dit, ça fait 141 jours que j'ai pas bu. Et je me rends compte que ce métier, c'est trop d'émotions. Je peux pas. Il a dit, c'est trop d'émotions quand ça marche et c'est trop d'émotions quand ça marche pas. Et donc, j'arrête parce que ça me fait du mal. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'il a raison. Il a raison. Et en même temps, moi, j'avais pas conscience à ce point-là que ça pouvait... que les émotions que ça génère, elles peuvent détruire à ce point-là. Parce que c'est vrai. Il a raison. C'est beaucoup d'émotions quand ça marche, c'est beaucoup d'émotions quand ça marche pas. Et c'est vrai que... mais je pense que c'est le cas dans toutes les carrières artistiques. C'est-à-dire que, à mon avis, pour vivre une carrière artistique de façon à peu près continue, en tout cas, enfin, pour pouvoir durer dans ce truc-là, pour moi, il faut beaucoup d'envie, quand même une bonne capacité de travail et un très bon équilibre psychologique. Parce que ça va être comme ça tout le temps. Être comme ça tout le temps, et il faut pouvoir le vivre, en fait. Il faut quand même conserver ce minimum d'équilibre mental qui fait que on va accepter les hauts et les bas de façon pas équanime, parce que c'est impossible, mais que quand on se dit je suis une merde, je vais arrêter le métier, ça dure 48 heures et puis après on repart. Puis être bien entouré, je pense aussi. C'est mieux d'être bien entouré, mais c'est pas facile, donc ouais. Et donc effectivement, quand on est jeune et qu'on a peut-être juste 18, 20, même 25 ans, quand on voit que le cerveau s'arrête de se faire à 25 ans, donc, et qu'on est monté comme ça. C'est un métier qui demande pas mal de maturité pour le vivre bien, en réalité. Mais c'est pareil chez tous les artistes. Un chemin pour arriver à être heureux ou heureuse dans une carrière d'artiste, c'est de surtout pas indexer sa valeur à son succès. Parce que non. Parce que c'est pas réel. C'est hyper dur. Chez les humoristes, c'est d'autant plus difficile que vraiment... On est face aux gens quand on est sur scène. Et puis indexer sa valeur sur son succès, c'est un... tout le métier nous envoie ça. Il faut quand même voir, par exemple, dans les Molières. Il y a un Molière du meilleur ou de la meilleure humoriste, d'accord ? Les critères de sélection sont pas les mêmes que pour les pièces de théâtre. Les nôtres, ils sont plus durs. Et notamment, il y a un critère de remplissage, il y a un critère de succès. Il y a des critères de succès, c'est-à-dire que qui n'est pas pour le théâtre. Qui n'est pas apparemment pas le cas pour le théâtre. Moi, je connaissais pas les critères du théâtre. C'est quelqu'un en fait qui connaît l'envers et qui me dit mais c'est pas du tout les mêmes critères pour les humoristes. J'étais un peu scandalisée. Et en fait, nous, en fait, pour être présélectionné, pour être moliérisable,
il faut remplir des salles de temps. En fait, il y a un critère de succès. C'est-à-dire que si t'es pas hyper connu, si la forme d'humour que tu pratiques, quand bien même elle serait très qualitative, elle n'est pas validée par une très forte fréquentation, bah, ton travail sera pas reconnu symboliquement, parce que c'est symbolique en fait, un Molière, sera pas reconnu symboliquement par le métier. C'est dur. C'est très dur. Parce que, et moi c'est vrai, j'en ai vu plein des gens vachement bons, mais qui faisaient pas d'énormes salles, mais qui faisaient quand même des salles de taille très respectable, mais dont on n'entendra jamais parler au Molière. Non, au Molière, on va entendre parler des gens qui remplissent déjà des salles énormes. C'est là qu'en fait, le milieu n'aide pas l'artiste. Là, c'est l'artiste qui vient nourrir le milieu. Puis le système s'entretient oui, ça dans lui-même. tourne en boucle. Oui. Et justement, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qu'on a entendu justement avoir ces phases justement d'épuisement et ou de burn-out, jusqu'où ils ont ce besoin tous les gens qui font des tournées de Zénith se tapent un burn-out. Enfin, vraiment, faut pas se... Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à te préserver, parce que ça fait quand même 15 ans que tu es dans cet univers-là. Tu as peut-être eu des phases, mais tu es toujours là, tu as toujours l'envie, tu as toujours le plaisir. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce que tu as mis en place, ou si tu arriverais à me donner mots pour te préserver et d'être justement toujours là sur scène comme ce soir. Dire quand je suis fatiguée, en fait. Dire quand je suis fatiguée et le savoir. Après, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression que ça m'ait demandé beaucoup de courage ou de détermination, parce que y a d'abord ma condition physique et mentale qui fait que le fait que je suis arrivée dans ce milieu, j'étais plus âgée, j'avais déjà 35 ans, donc j'avais quand même déjà pas mal de recul. Le fait que, du coup, ça a été un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que arrivant là-dedans à 35 ans, j'ai pas été très cooptée par le milieu. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas un caractère qui fait de moi quelqu'un de très malléable, et en plus j'étais déjà plus âgée, donc... Il y a de l'agisme dans le... Oui. Ah bah oui. Femme. Violent. Violent. Ah ouais. Il y a un agisme violent, ouais. En fait là, et là je le vois, c'est que moi, donc ça fait là 15 ans que je suis là, et je vois très bien que je suis dans cet entre-deux, pas confortable en termes de carrière, pas pour moi. Moi ça allait très très bien, mais je le vois dans le regard du milieu, des gens des comédie clubs et tout, c'est qu'en fait ça fait 15 ans que je suis là, donc je suis plus une nouveauté, et en même temps je remplis pas des zéniths. Et donc, ils sont là, ce serait sympa de laisser de la place aux autres. Ah ouais. Tu le ressens comme ça? Ouais. Et oui, je me fais gentiment sortir des comédie clubs, parce que plutôt que d'avoir une bonne humoriste bien fiable qui fait bien le boulot et qui est sympa. Qui connaît, qui est fiable, qui sait quoi faire, qui a roulé sa bosse. Qui sera là à l'heure, qui saura comment faire rigoler même une salle difficile. Elle aura peut-être pas son maquillage, mais elle sera là à l'heure. Voilà, elle sera peut-être oublié son maquillage, mais bon. Ils préfèrent mettre quelqu'un jeune du buzz, le jeune du buzz, ou même le jeune pour qui ils ont une petite affection, ou un pote. Alors dans une logique qui est parfois un petit peu naïve, il y a des gens en comédie club qui fonctionnent comme ça, pas tous, Dieu merci, qui pensent que la personne va se sentir après redevable et va leur être fidèle. Ouh, c'est une erreur. Oh non. Enfin, mon expérience, c'est qu'un humoriste qui réussit ne connaît plus personne. Après voilà, je peux pas me mouiller pour tout le monde, mais c'est assez fréquent. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y a un agisme. Il y a du féminisme aussi dans l'humour. Il y a un sexisme gigantesque, c'est un milieu très misogyne. Vraiment. Là, il y a des générations de gens... Entre humoristes, ou c'est vraiment la production autour, les gens qui tiennent les salles, ou... Alors la production autour, ça c'est une évidence. Ouais. Et entre humoristes, la plupart coopèrent gentiment avec ce système-là, quoi. C'est-à-dire, moi j'entends encore des choses qu'on n'entend plus dans les grandes boîtes, chez les vilains méchants du CAC 40, on n'entend plus « Ah non, les quotas, non, alors qu'est-ce qu'on fait si on met une femme moins compétente à la place d'un incompétent ?» Ça, on n'entend plus parce que ça n'est pas politiquement correct dans ces boîtes-là, donc on l'entend plus. Mais chez les humoristes, non mais, les types sont persuadés, pardon les gars, je vous aime très fort, mais vous êtes tellement persuadés d'être des génies, et c'est tellement pas la réalité. Et les types, donc, ils sont persuadés qu'ils réussissent uniquement grâce à leur travail et à leur génie. Et il y a des filles qui bossent hyper bien, mieux, elles sont meilleures et tout, elles sont pas prises pour des raisons X, Y ou Z, mais beaucoup pour des raisons de sexisme. Et non, elles travaillent aussi bien. Et les gars sont juste persuadés qu'ils réussissent grâce à leur mérite. Lol. Non, bien sûr que non. On se rend pas forcément... Alors, on voit qu'il y a... plus de, les femmes ont plus de mal à émerger alors qu'elles ont des talents, des écritures, etc. Femmes extraordinairement bonnes, mais elles sont moins invitées, moins mises en valeur. Point. Je veux dire, une fois qu'ils ont mis 2 filles sur un plateau où il y avait 10 places, donc il y a 8 mecs, ils estiment qu'ils ont fait le leur boulot. Quota. Ouais, ils ont fait leur quota. Ouais, ils ont fait leur quota. Et il y a une partie des gars, c'est pas qu'ils sont pas compétents, mais enfin, ils sont moins compétents que d'autres filles qui seraient là, mais qui ne sont pas copines avec la bande. Ça reste un boys club. Ouais. Bah oui, ça reste un boys club. Ils sont copains entre eux. Et ils veulent pas être copains avec nous. Parce que ils sont sexistes. Parce que une fille, ça reste une fille. C'est pas, en priorité, c'est pas forcément une collègue. C'est une fille. C'est pas comme dit mon fils, moi je vois les filles comme des gens, parce que les filles c'est des gens. Je dis oui, les filles c'est des gens, mais tout le monde n'en est pas conscient. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent pas voir ça.
Merci de le témoigner parce que je pense que non mais je suis un peu à fond, j'en ai rien. Déjà avant je me taisais pas beaucoup sur le sujet, mais alors là, ça y est, je suis lâchée quoi. Non mais je trouve que c'est hyper intéressant de se rendre compte parce que justement, enfin, l'humour c'est quelque chose qui est fédérateur. Pour le grand public, et c'est très bien. Et les femmes ont une vision du monde pour le coup, et de pouvoir donner plus la place aux femmes qui ont cette part de vulnérabilité, qui ont cette traduction des émotions, qui ont cette sensibilité, cette manière de voir le monde, et comme tu disais, de percevoir le décalage pour le transformer en humour. Elles ont leur place, et plus de 50% de la population ce sont des femmes, et je pense qu'il est temps effectivement de leur donner leur place et d'arrêter ces boys clubs, quoi. C'est fini, parce que tu vois, ça me fait penser à la série. Quand tu me dis ça, pour te dire, quand tu me dis ça, l'archaïsme à laquelle ça me fait penser, il y a quelques semaines avec mon chéri, on démarre la série sur Arte qui est Mad Men. Exactement. Que j'avais jamais vue. Et justement, je racontais ça à mon associée Florence qui était là cette semaine. C'est fort, Mad Men, pour ça, ouais. Sauf que moi, le problème, c'est que j'ai pas pu aller au bout parce que c'est certainement crayon de vérité de l'époque. J'arrive pour le coup tellement j'ai beaucoup de mal à avoir le recul de ce boys club, de la manière dont les femmes sont traitées, que c'est douloureux pour moi de regarder la série. Sûr. Et je vais dire, même si c'est certainement pour le décrier, c'est tellement violent, tellement en perspective de dire, mais en fait, nos grand-mères, ce que sage nos grand-mères, vivaient ça. Ouais. La manière dont elles sont traitées, à moi, je dis, regarde là toute seule, j'arrive pas, mais s'il y a des super punchlines dans le monde de la publicité, etc. Ouais. Et je vois, quand tu parles de boys club, je vois ça, sauf que moi, là, le boys club, c'est cette génération-là dont on est en train de parler, et je me dis, mais en fait, on est dans un monde où l'humour, ça paraît branché, etc. Oui, alors c'est pas du tout aussi progressiste que ça en a l'air, le monde de l'humour. J'ai fait des stories là-dessus, parce qu'il y a justement, on nous pense très, très progressiste, très en pointe sur tous les combats, etc. Et on pense que notre univers est comme ça. Et de temps en temps, en tant qu'humoriste féministe, par exemple, alors, c'est pas mon cas, mais j'ai des collègues qui se font taper sur la gueule parce qu'elles sont pas encore assez féministes, parce qu'elles ont accepté de bosser pour tel mec qui est problématique, parce que machin. Et donc, j'ai fait une story pour dire, alors déjà, vous allez arrêter de taper sur des gens qui essayent de militer parce que c'est déjà pas facile. Et s'il vous plaît, ayez conscience que le monde de l'humour, et le monde artistique en général, n'est pas progressiste. Il n'est pas progressiste. Il est capitaliste. Oui, déjà, on a l'air d'être des jongleurs de bolas au feu rouge. Pas du tout, mais pas du tout, d'accord ? Donc moi, je sais très bien combien de portes je me suis fermée et je me ferme encore parce que je ne suis pas malléable, parce que si tu essayes de me la faire à l'envers, je vais le voir, parce que je suis beaucoup plus progressiste que la plupart de mes interlocuteurs. Et à la limite, je vous dis, les gens s'en foutent qu'on soit progressiste, le milieu production, médias, etc. Ils s'en foutent. Du moment qu'ils peuvent nous dire, alors tu es progressiste, mais tu vas gentiment. Voilà. Et ils savent très bien qu'avec moi, ça va pas être si simple que ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis fermé des portes, mais j'en ai conscience. Voilà, j'en ai souffert à une époque, maintenant ça va. Je préfère la voie que j'ai choisie. Tant mieux. Mais ça n'est pas un milieu progressiste, bien sûr que non. Et quasiment aucun milieu artistique n'est progressiste. C'est un peu pour très ça conservateur. Parce qu'il faut savoir que tu as aussi lancé ton podcast. Tu peux redonner le nom ? Oui, ça s'appelle Drôle Anatomie d'une chute. Et il y a beaucoup de femmes, justement. Oui, là, parce que j'ai commencé la série des invités en me disant... Tu les mets en avant, justement. Oui, je les mets en avant. Et j'exclus pas qu'il y ait des hommes, hein, mais on n'en trouve pas. Ils sont pas assez nombreux. Ils savent pas parler avec recul de leur travail. Et la paume. Non, parce que c'est ce qu'on nous sort tout le temps. On nous dit, non, il y a pas de filles sur le plateau parce qu'on n'en trouve pas. Elles sont pas assez bonnes. Écoute, voilà. Non, en fait, on a démarré par des femmes parce que c'était mon réseau le plus proche et que j'avais plein de filles de très grande qualité, très grande valeur qui pouvaient témoigner de leur métier. Et j'avais vraiment envie de les entendre parler de comment elles font l'humour. Comment et pourquoi elles font l'humour. C'est un truc, quand je disais que l'humour est un langage, comme la magie l'est ou comme même les médias sont un langage, il y a les codes, etc. Et j'avais envie que le grand public sache ça, qu'on cesse cette hypocrisie de la spontanéité et de « Oh, un humoriste ne pense pas forcément ce qu'il écrit ». Et voilà, et reposer sur la table aussi la responsabilité qu'on porte quand on a ce langage-là. Et donc j'avais très envie de décoder tout ça. Donc on démonte les vannes avec les gens qui les font et on rigole aussi beaucoup. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager en plus, une question que je t'ai pas posée ou un message que tu aurais envie de passer pour terminer? Non, je crois que j'ai dit vraiment beaucoup de choses. Je te remercie. En tout cas, merci à toi pour ton témoignage. Merci. Sans filtre, avec beaucoup de vulnérabilité et d'authenticité, que ce soit pour toi ou dans l'univers dans lequel tu es. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. J'en suis ravie. Jusqu'ici. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Et puis, écoute, hâte parce que
Voilà, nous on va la voir jouer sur scène ce soir. Ouais. Donc hâte de te voir jouer sur scène et d'entendre ça en vrai. Merci d'avoir témoigné tout ça. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je le répète, si vous voulez nous soutenir, vous le savez, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou mettre des commentaires ou partager ce témoignage de Olivia ou les autres à vos proches qui ont besoin d'entendre ça sur la problématique effectivement du burn-out, du conformisme, du TDAH ou même si vous êtes dans l'humour ou c'est un univers qui vous fait rêver. En tout cas, merci à vous, merci encore Olivia. Avec et plaisir. je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Relève.